on se retrouve pour l'hebdo de l'innovation, le premier donc de 2022. On va faire un petit retour sur 2021 et les prévisions sur 2022. Allez, let's go. Donc comme d'habitude, les appréciations formulées reflètent notre opinion à la date de la publication et sont susceptibles d'être révisées ultérieurement. Nous effectuons des recherches méticuleuses pour tous nos articles et recommandations. Mais nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions qui pourraient y figurer. Rappelez-vous que les actions sont spéculatives par nature, n'y investissez pas plus que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances passées ne reflètent pas les performances à venir. Avant d'investir, nous recommandons à nos lecteurs de consulter un conseiller financier indépendant ou un courtier agréé par l'AMF. On y va. Donc on commence cette année avec le e-déchet dans la technologie. Donc c'est quoi un e-déchet? Pour faire simple, tout ce que vous avez de numérique et que vous allez jeter, c'est du e-déchet. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ce qui fait le buzz cette année, c'est les métaux. C'est un secteur qui monte beaucoup, c'est un secteur qui a été très complexe pendant longtemps et maintenant qui retrouve un peu l'attention des investisseurs. Pourquoi ce secteur est un peu en montant en grâce? Parce qu'entre guillemets, quand vous voulez faire de la transition écologique, vous avez un besoin en métaux qui est assez important, voire même très important suivant ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous faites par exemple de l'hydrogène avec de l'électrolyse, vous avez des besoins en métaux qui sont considérables par rapport à ce que vous faisiez avant. Si vous faites du véhicule électrique, il y a des métaux que vous allez utiliser un peu moins et d'autres un peu plus. Mais si vous voulez, entre un véhicule à combustion et un véhicule électrique, vous avez quand même avant dans l'industrie automobile une utilisation de métaux qui préexistaient. Après, vous avez des métaux type le nickel, type certains le cuivre ou certains métaux très très rares qui vont être du coup beaucoup plus utilisés qu'avant. D'accord? Mais, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, un secteur que j'apprécie beaucoup, c'est le secteur du recyclage. Parce que je pense que c'est un secteur qui pendant longtemps a souffert du fait qu'on lui reprochait d'être trop cher, c'est-à-dire qu'en fait on préférait jeter les objets de manière un peu folle, c'est-à-dire on les empilait dans des containers et on les envoyait en Afrique ou en Asie, et puis on les abandonnait comme ça, et puis là-bas ils les recyclaient à la va-vite, et on s'était débarrassé du problème. C'est quelque chose qui est en train de changer de plus en plus. Pourquoi? Parce que déjà le prix des métaux augmentant, forcément, ça veut dire que si avant vous recycliez à 10 et que le prix du métal était à 5, si le prix du métal passe à 15, forcément en recyclant à 10, vous commencez à être rentable. Il y a de plus en plus de choses comme ça qui tirent ce secteur. Mais il y a autre chose qui tire le secteur du recyclage et qui me fait dire que pour 2022, c'est un secteur qu'il faut absolument regarder, c'est quoi? C'est le fait que de plus en plus d'États mettent en place des politiques carbone. Et une politique carbone, ça vous oblige du coup forcément à faire du recyclage. Mais il y a aussi un autre, autre chose qui pousse ce secteur, c'est que si vous avez un ordinateur, si vous avez un téléphone ou si vous avez même une voiture, quand vous la recyclez, il y a des données dessus. Et le fait est que si vous ne recyclez pas l'objet correctement, c'est comme donner toutes vos données à quelqu'un. Et ça devient vraiment très très important. Il faut savoir qu'on a produit 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019. C'est en hausse de 21%, donc on en produit de plus en plus. Il y a 17% de ces déchets qui sont recyclés. Donc c'est quand même quelque chose de pas de vraiment encore au tout début. Donc ça c'est important pour nous en tant qu'investisseurs, c'est quand vous êtes au début d'un secteur, forcément c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir les géants de demain et de tomber sur un futur titan et surtout de l'acheter le moins cher possible. Ce que vous cherchez quand vous faites de la grosse, ce genre de choses, c'est d'être là le plus tôt possible sur une société pour essayer d'en tirer la meilleure valeur possible. Alors après vous allez entre guillemets faire une sélection par rapport à votre risque. C'est-à-dire que si vous aimez beaucoup le risque, vous allez essayer d'être là à l'enfance de la société, c'est très rare, mais si vous réussissez, vous êtes milliardaire en gros. Et si vous êtes un peu averse au risque, vous allez attendre que la société ait déployé certaines choses et qu'elle ait montré des vraies avancées par rapport à ses concurrents et même qu'elle ait créé des barrières à l'entrée assez fortes.
Ça, c'est une notion du risque, elle est propre à chacun. Elle dépend aussi beaucoup de l'âge, hein, parce qu'on peut prendre plus de risques quand on est plus jeune que quand on est plus vieux, généralement. Mais voilà, on continue. Donc là, on est sur une société américaine hein, qui s'appelle, je vais vous retrouver le nom tout de suite, qui s'appelle Eri, qui s'appelle Eri. Et du coup, John Sheridan, qui est donc le cofondateur d'Eri, a fait un petit talk dans les médias américains il y a pas longtemps, parce qu'il faut savoir que c'est un secteur qui commence à être poussé par la DARPA et qui commence à être poussé par le gouvernement Biden, en expliquant par exemple qu'un employé d'une banque avait jeté son PC dans la poubelle, qui était un vieux PC, et du coup la banque s'était retrouvée avec des données bancaires qui naviguaient un peu partout sur internet parce que quelqu'un a ramassé le PC et a été capable de compromettre l'accès au PC et d'aller récupérer les informations qu'il y avait dedans. Ça vous montre pourquoi est-ce que le besoin de recyclage il est de plus en plus important, hein. Vraiment. Ça vous montre que dès que vous avez un disque dur, n'importe quoi dans une entreprise, ce qui va se passer avec la hausse des piratages, ce genre de choses, c'est que les entreprises, elles vont maintenant demander à ce que vous recycliez de manière optimale leurs déchets électroniques. Et comme en électronique, on met absolument tout maintenant, c'est-à-dire qu'on est capable de rendre électronique une voiture, une cafetière, un machin. Finalement, vous avez de l'information un peu partout. Et donc, pour garder cette information au sein de l'entreprise et faire en sorte qu'il y ait le moins de possibilités qu'elle échappe et qu'elle aille très loin, qu'est-ce qu'on fait ? De plus en plus, on va aller vers du recyclage de pointe. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout pour ceux qui suivent un peu en France. Il y a eu un rapport qui a été mis par Philippe Varin ce matin. Et qu'est-ce qui est dit dans ce rapport ? Qu'il faut absolument recycler. Parce qu'en recyclant, en gros, bon, ça dépend des rapports en Europe, mais il y en a qui disent qu'entre 30 et 50% de ce qu'on consomme, on pourrait le récupérer avec du recyclage à long terme. Hein. On est sur un cycle de 10-15 ans, on n'est pas sur quelque chose que vous pourrez avoir demain. Mais ça vous montre vraiment une grande évolution dont je vous parle depuis un certain temps. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus. Pourquoi ? Parce que quand on a parlé aussi il y a quelques années du robot Daisy chez Apple qui est capable de désosser un iPhone en moins d'une minute, d'accord ? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui pulsent dans la société. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des scores de réparabilité sur un téléphone ou ce genre de choses, plus ça veut dire que vous pouvez démonter l'appareil de façon rapide. Et plus vous avez une capacité à démonter les appareils, plus vous avez une capacité à les recycler efficacement. Parce que quand vous démontez un appareil pour réparer, en fait c'est la même chose que quand vous le démontez pour séparer les pièces et pour recycler. Ce qui vous pose un problème dans le recyclage à l'heure actuelle, c'est que c'est très difficile de séparer les pièces et vous n'avez pas vraiment de technologie pour mettre tout dans une fonderie et tout recycler en un seul bloc. Ça n'existe pas, donc vous êtes obligé de séparer entre guillemets. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'il va y avoir des avancées majeures dans les 5 ans qui viennent. Déjà, il y a un facteur purement des entreprises qui vont être poussées à ça pour une question d'ISR et une question de cybersécurité sur les déchets électroniques. Sur les déchets dans l'ensemble, il y aura quand même la composante ISR et la composante carbone, d'accord ? Le coût carbone, ça c'est des choses qui vont être importantes dans les 10 ans à venir pour nos sociétés. Vous allez avoir une robotisation, c'est-à-dire que vraiment dans tout ce qui est désossage de pièces vraiment toutes petites, dans tout ce qui est analyser des petites pièces avec de la vision, et c'est-à-dire tout ce qui est des capacités de vision et donner de la vision au robot et ce genre de choses, on avance énormément ces dernières années. Donc ça c'est vraiment comment ça s'appelle, un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous permettre d'avoir un secteur du recyclage qui va beaucoup monter dans les 5 prochaines années. Donc voilà pour le secteur du recyclage. On passe à 2021, du coup le futur de la médecine se rapproche. Donc en 2021, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la médecine ? Vous le savez, on en parle souvent. Donc il s'est passé en gros
plusieurs choses importantes en médecine, hein. Si on peut dire que l'année 2021, ça a été une année d'évolution pour des secteurs comme le quantique, comme la fusion nucléaire et tout, il y a quand même un secteur où l'évolution a été très très forte, c'est le secteur de la santé. Alors il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de trend de long terme, c'est-à-dire qu'on investit de plus en plus en santé et qu'entre guillemets, un médicament devient de plus en plus vite obsolète et du coup vous avez un besoin des acteurs de la santé de surinvestir pour toujours être leader. C'est le problème par exemple de Sanofi depuis quelques années. Pourquoi Sanofi n'arrive pas en bourse à décoller? Parce qu'en fait c'était un spécialiste de la chimie et qu'on est passé de la chimie à la biologie et qu'ils n'ont jamais réussi à devenir des vrais spécialistes de la biologie et qu'ils ont du mal à intégrer cette brique-là. Et que tant qu'ils ne l'intègrent pas, le problème c'est qu'en fait ce qu'ils ont créé il y a 50 ans perd de plus en plus de valeur, il faut qu'ils le remplacent. Et ils ont énormément de mal à le remplacer. En ce moment, ils essayent de faire beaucoup d'acquisitions. Mais un domaine où vous le voyez bien, c'est le domaine des vaccins, où pendant longtemps Sanofi a été vraiment un clair leader avec Pasteur. Et depuis quelques années, quand même, vous commencez à avoir un marché des vaccins qui est de plus en plus trusté. Alors sur les technologies classiques, vous avez des gens comme AstraZeneca qui ont été capables de produire un peu plus vite des vaccins et qui sur d'autres pathologies que juste le Covid arrivent à faire beaucoup de choses. Et après, vous avez autre chose, vous avez des nouvelles technologies. Alors la nouvelle technologie de cette année, c'est l'ARN messager, qui a été propulsée par des dépenses de R&D très très importantes de l'administration Trump. C'est-à-dire, on critique souvent Trump, mais c'est vrai que ce qu'il a fait au début de la pandémie, c'est-à-dire ouvrir le carnet de chèques massivement et dire à tout le monde vous allez y arriver, celui qui arrive, on va lui filer des milliards, les autres, on va les sponsoriser, on va vous filer des milliards. Forcément, si vous mettez 50 milliards sur la table et que chacun a 1 milliard, il y a beaucoup de gens qui vont essayer, et plus il y a de gens qui essayent, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui réussisse. D'accord? Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes. Après, il y a eu d'autres choses. Sur par exemple CRISPR, qui est quand même une technologie qu'on a depuis un peu plus de 10 ans, hein, d'accord? Ces dernières années, vous avez quand même de plus en plus de nouveautés. Donc déjà, vous avez les premières thérapies qui ont été autorisées, ce genre de choses par la FDA, mais surtout, vous avez CRISPR-Roof, par exemple, qui est une technologie de seconde génération de CRISPR. Donc c'est du CRISPR 2.0. C'est des choses qui sont fondamentalement des grandes avancées de la technologie CRISPR. D'accord? Et ça va de plus en plus vite. Parce que si vous voulez, par exemple, en faisant un parallèle avec l'ARN messager, on en parlait dans les années 2000, il a fallu, avant qu'on arrive à mettre sur le marché quelque chose et qu'on arrive à avoir quelque chose, qu'on attende 2021, enfin 2020-2021. Les technologies CRISPR, on en parlait dans les années 2000, on a mis moins de 10 ans pour arriver sur le marché. Ça vous montre quand même que de plus en plus, on raccourcit ce temps. On le raccourcit aussi parce que comme de plus en plus de monde se lance sur le marché, forcément vous avez plus de chances qu'il y en ait un qui trouve. Vous avez eu des avancées au niveau informatique et au niveau électronique. Donc par exemple, vous avez eu des avancées dans la dépression sévère cette année avec les premiers implants qui ont une surcouche IA, donc qui permettent d'envoyer des petits stimuli électriques à certains endroits du cerveau et en fait on les dose de manière précise avec un algorithme qui est basé sur l'IA et qui va prendre en compte beaucoup de constantes de la personne et ça a l'air efficace pour le moment. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'en donnant de plus en plus d'intelligence et surtout une intelligence qui tient dans quelque chose de plus en plus fin, vous avez une capacité de donner de l'intelligence à des objets très fins, y compris au niveau médical, c'est-à-dire faire des prothèses intelligentes, faire des patchs intelligents, ce genre de choses. Et du coup, votre capacité d'innovation, elle est très très importante. Si vous voulez, pendant quasiment 50 ans, on a eu des prothèses qui étaient mécaniques. Et maintenant, on va passer vers toute une innovation de la medtech où la valeur ajoutée de ces medtech, elle va être dans comment la prothèse ou comment l'objet va se marier avec la data que produit le corps humain et comment vous allez être capable de faire une fusion des deux. Donc ça, c'est quand même des choses où on a fait des très grands progrès. Vous avez eu des progrès dans la recherche contre Alzheimer avec la première molécule qui a été autorisée. Alors ça a fait débat, ce genre de choses, mais ça vous montre que même sur des pathologies très complexes où pendant un certain temps on a eu un peu comme on avait sur les puces, des gens qui vous disaient on trouvera jamais, voilà, et qui nous disaient dans 30 ans on n'aura toujours pas trouvé et tout, on commence quand même à effleurer. Et le pire, c'est qu'en fait beaucoup auraient pu dire il y a quelqu'un qui est arrivé,
Donc les autres, ils vont arrêter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis qu'on a cette molécule sur le marché, eh ben, vous avez une émergence d'études cliniques qui sont colossales. Parce que comme vous avez beaucoup de monde qui trouve que le médicament de l'heure actuelle, il n'est pas terrible, vous avez énormément de gens qui disent on va faire mieux. Et donc dès que vous avez quelqu'un qui fait quelque chose, dans le monde actuel, vous avez au niveau scientifique toujours des pays qui veulent faire mieux. Et puis vous avez une concurrence entre les USA, la Chine, entre les USA, l'Europe et ce genre de choses. Vous avez aussi une concurrence entre les chercheurs qui est beaucoup plus importante et qui est beaucoup plus favorisée par les universités qu'avant. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Vous avez autre chose. On a eu tout début 2022 la première greffe de cœur de cochon sur un humain. Donc ça, on est sur quelque chose de vraiment tout récent. Ça a quelques jours. Ça fait moins d'une semaine que le cœur est en place. Donc vraiment, il n'y a pas encore de recul. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ont permis ça. Ce qui a permis qu'on mette en place cette greffe, c'est deux choses. C'est déjà, la FDA a ouvert grandement les vannes sur l'usage compassionnel. C'est-à-dire quand on est face à des patients qui n'ont plus du tout de capacité de survivre, eh ben, on a ouvert un usage compassionnel de manière beaucoup plus large. Les taux d'usage compassionnel des médicaments aux États-Unis, ils ont augmenté de façon considérable. Ce qui n'est pas encore le cas en Europe. En Europe, on est encore beaucoup plus prudent avec ces usages compassionnels. Mais ça, c'est des choses qui sont importantes. Parce que quand vous êtes sur de la technologie de rupture, forcément, votre risque scientifique, il est très grand. Donc forcément, à part quand vous allez vouloir faire des études cliniques, à part être sur de l'usage compassionnel, c'est très dur. Vous êtes un acteur comme Carmat, c'est difficile d'aller intégrer vos cœurs artificiels dans quelqu'un qui est en bonne santé. Ça ne justifie pas. Et quelqu'un qui peut avoir une greffe de cœur humain classique, il va préférer un cœur humain classique parce que c'est moins risqué, parce qu'on connaît déjà plus l'évolution. Donc en fait, quand vous voulez faire des tests sur des humains et vous êtes bien obligé au bout d'un moment de passer à la phase de test sur des humains, ce que vous êtes obligé de faire, c'est un usage compassionnel. Et ça, la FDA en fait de plus en plus. Ils ont ouvert toute une réflexion scientifique autour. Ils l'ont ouvert aussi, pourquoi? Parce que sur beaucoup de technologies sur lesquelles ils avaient mis le frein, les Chinois, les Russes sont arrivés avec un usage compassionnel beaucoup plus ouvert, voire même surouvert sur certaines pathologies. Et du coup, les Américains se sont dit que la seule solution, c'était de s'ouvrir un peu plus pour rester à niveau technologiquement et pas risquer de donner cet univers technologique aux Russes ou aux Chinois. Alors c'est surtout aux Chinois, mais vous avez aussi pas mal de choses en Russie qui se font. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Ce qui est intéressant aussi sur cette greffe de cochon, c'est que si on a réussi à la faire, vous avez des travails génétiques, mais vous avez aussi tout ce qui est CRISPR-Roof, parce que c'est la technologie qui a été utilisée pour justement génétiquement modifier ce cochon. Donc ça vous montre aussi que plus on innove, plus entre guillemets on crée des sous-branches, plus vous avez des potentialités de créer des nouvelles choses. Ça, on l'avait montré par exemple avec l'IA de Google, de DeepMind, qui réglait des problèmes mathématiques et qui, pour régler ces problèmes mathématiques, allait concentrer des bases de données de physique, de chimie, de médecine, et en fait concentrer tout ça, regarder les problèmes qu'on connaissait en maths, et aller se dire, mais est-ce qu'on n'a pas réglé un bout de ce problème-là dans une équation de chimie? Ou est-ce que ça n'a pas été déjà réglé dans une équation de physique? Et du coup, en allant regrouper ces travaux scientifiques et en faisant tout un système de mapping, elle avait la capacité de résoudre des problèmes qu'on croyait impossibles à résoudre à l'heure actuelle ou qu'on n'arrivait pas à résoudre en mathématiques. Et ils en ont quand même résolu déjà 3. Et c'était des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes. Et ça vous montre voilà, justement l'importance d'interconnecter les disciplines. Alors que pendant longtemps, on a réfléchi discipline par discipline. Donc les grands thèmes quand même en médecine de cette année, vous avez les vaccins ARN, où on est encore au tout début. Parce que malgré le fait que ce soit des vaccins qui ont eu des très bonnes efficacités sur le Covid, alors vous pouvez avoir des débats sur le temps que va durer cette efficacité, ce genre de choses. Il est vrai que sur les vaccins ARN, on n'a pas de recul sur le temps, c'est-à-dire la capacité du vaccin à tenir dans le temps. Est-ce que c'est très efficace à court terme, mais assez peu efficace à long terme, ce genre de choses? C'est des choses, il faudra que la littérature travaille
et qu'on ait un peu plus de données, mais vous commencez à voir surtout sur l'ARN des nouvelles choses. Vous avez les premières études sur le sida qui sont sorties sur les chimpanzés, donc qui sont quand même des études assez intéressantes avec des choses qui fonctionnent. Vous commencez à voir les premiers tests sur certains cancers, sur la grippe. C'est des choses qui sont très très intéressantes parce que ça peut être une nouvelle manière de créer des vaccins qui vous permet de cibler un pool de maladies qu'on n'arrivait pas à cibler avec les vaccins traditionnels pendant longtemps. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et c'est vraiment un nouvel Eldorado pour la médecine, hein, parce qu'en plus, comme les gens de ce secteur ont emmagasiné énormément de cash, bah forcément leur capacité à se développer, elle a été poussée à l'extrême, et donc vous pouvez vous dire que des gens comme BioNTech, comme Moderna, ils vont faire des dizaines d'études, ils vont chercher sur beaucoup de supports, et donc du coup en s'ouvrant l'optique de recherche de telle manière, et en ayant en plus des acteurs traditionnels comme Sanofi et tout qui veulent aller sur l'ARN parce que c'est la mode du moment et du coup il faut y être, ça fait un afflux de capital qui est colossal, et dès que vous avez un afflux de capital, bah forcément vous commencez à faire des choses derrière. Mais pour ça, il faut quand même dire merci à la DARPA et merci à Trump qui ont quand même été les enclencheurs de quelque chose, même si c'était des choses qui préexistaient, c'est-à-dire on n'a pas créé ces entreprises spécialement pour le Covid, c'est des entreprises qui étaient déjà là, mais s'il n'y avait pas eu Trump et son plan, on n'aurait peut-être pas eu la résolution de la crise du Covid comme on l'a eu là, et on aurait eu beaucoup plus de morts. Donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, malgré le fait que je critique beaucoup Trump sur d'autres points. On a après des humains de laboratoire. Alors ça, c'est tout ce qui est dans la bioproduction. Donc on a fait énormément d'avancées sur la bioproduction. Alors ça résulte des avancées qu'on a fait sur les CAR-T, sur CRISPR, sur beaucoup de technologies. Mais par exemple, vous avez eu des capacités de créer des embryons artificiels cette année. Tout ce qui est ce qu'on vous vend maintenant, c'est-à-dire les viandes artificielles, ce genre de choses, c'est en partie aussi de la bioproduction. Et ça, c'est des choses, voilà, comme je vous le dis, c'est deux grandes notions qui se sont entrecroisées, celle de la médecine, celle de la biologie, qui ont donné lieu à un nouvel univers, c'est-à-dire la bioproduction. En France, vous commencez maintenant à avoir ce qu'on appelle des imprimantes qui permettent d'imprimer de la peau pour les grands brûlés, ce genre de choses. Alors on est encore sur des choses toutes petites, hein, c'est-à-dire qu'un grand brûlé, on ne va pas réparer toute sa peau avec une bioimprimante, mais on est sur les débuts. On fait aussi de la bioimpression d'organes, et ça c'est des choses qu'on fait depuis à peu près 5 ans, et qu'on commençait vraiment à émerger de façon industrielle en 2020-2021. Donc là, on a commencé à avoir des vraies évolutions. Alors, il y a des problématiques extrêmement fortes de débats scientifiques et de débats éthiques autour de ces pratiques, forcément, parce que c'est des pratiques toutes nouvelles. Mais c'est vraiment très très intéressant parce que vous êtes un carrefour, c'est-à-dire que vous êtes au carrefour de l'alimentation et de la médecine. C'est-à-dire que dès que vous avez une capacité d'imprimer efficacement des cellules, vous avez une capacité potentiellement de faire des organes, de faire du steak, de faire du poulet, de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre et qui monte très très fortement, et sur lesquels vous avez de plus en plus de financement, et sur lesquels je pense qu'on vous en parle pas assez malheureusement, mais c'est vraiment un secteur très très intéressant et je pense pas qu'on puisse dire qu'il va s'industrialiser dans les 2-3 années à venir, mais je pense qu'en fin 2030, ça sera vraiment un secteur qui va permettre des gains assez importants. Vous avez eu aussi cette année les premières avancées de l'IA sur la médecine. Donc on avait déjà eu sur les vaccins ARN, par exemple Moderna avait expliqué qu'ils n'auraient pas été capables de faire ça s'ils n'avaient pas été capables de faire ce qu'on appelle des digital twins. Donc ça, c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire on reproduit certaines parties d'une machine ou d'un homme et on va faire un essai dessus. Donc vous avez énormément de secteurs qui travaillent là-dessus. Donc ça, le fait de pouvoir faire un double digital, bah, ça a un énorme avantage parce que ça vous fait économiser beaucoup de temps, vous pouvez simuler beaucoup de choses. Donc les vaccins ARN ont pu arriver sur le marché aussi rapidement parce que toute une partie des premiers prototypes ont été automatisés informatiquement et ont été testés informatiquement, ce qui a permis de faire des choix, ce qu'avant on ne pouvait pas faire. Donc on a réduit le temps de screening. On a eu aussi cette année
les premiers designs de protéines à travers l'IA de DeepMind, ce qui était quelque chose que les biologistes pensaient inatteignable, c'est avoir une bibliothèque de protéines où on a leur design et on sait comment ces protéines évoluent dans le temps et tout. Ça, c'est des choses qu'on avait beaucoup de mal à faire et que DeepMind a été capable de faire en quelques années, parce que c'est un travail qui ont commencé en 2019 et ils y sont arrivés courant 2021. Donc ça vous montre vraiment les choses. Il y a aussi du coup le premier usage commercial de DeepMind en dehors des sociétés de Google qui utilisent déjà DeepMind, parce que par exemple je vous ai déjà parlé du fait que DeepMind est utilisé dans les data centers de Google pour réduire la consommation électrique ou ce genre de choses, mais la première utilisation commerciale ouverte à tout le monde de DeepMind, elle sera dans le médical à travers Isomorphic Lab, qui a été créé pour favoriser le screening des médicaments. Donc en fait, ils vont utiliser l'intelligence artificielle de Google pour essayer de vendre des services à des sociétés pharmaceutiques pour screener les médicaments en amont, aussi bien sur des médicaments de nouvelle génération que des médicaments d'ancienne génération. Alors ça, pour ceux qui suivent en France et même aux États-Unis, c'est intéressant parce que beaucoup des sociétés qui étaient sur ce secteur du screening de médicaments et qui marchaient, entre guillemets, ou qui avaient réussi à faire des choses, c'était des sociétés qui travaillaient sur des anciens médicaments. Là, l'avantage de Isomorphic, c'est qu'ils expliquent qu'ils sont capables de travailler sur d'anciennes choses et de nouvelles choses, justement parce que leur algorithme est capable de créer des digital twins de manière très très importante et de simuler énormément de choses du corps humain. Donc du coup, d'avoir des idées un peu plus précises des interactions entre différentes molécules et donc de savoir ce qu'il faut pousser et ce qu'il faut tester sur l'animal et donc de réduire le temps, le go-to-market si vous voulez. Parce qu'en fait, ce phénomène de testing de produits, quand vous testez sur un animal, ça a un coût. Donc vous n'allez pas tester toutes vos molécules, vous faites un choix, un screening. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est une réduction du temps du screening. Et on arrive sur des choses vraiment de plus en plus courtes. Et là, Isomorphic dit qu'ils vont passer dans dans une nouvelle étape où ils vont vraiment beaucoup plus réduire le temps de screening. Après, vous avez aussi toute la capacité de modéliser. Et ça, vous en avez de plus en plus. C'est-à-dire, au lieu de faire le test sur des animaux, on modélise l'animal en format digital. Du coup, on peut faire énormément de tests sur le digital et après on décide d'aller sur un ou deux animaux, enfin une ou deux molécules qu'on va tester sur les animaux, puis après on va sur l'humain et du coup tout ce cycle, en l'optimisant, vous avez une capacité d'optimiser très fortement votre go-to-market. Vous avez aussi enfin l'Europe qui se réveille en 2022, ce qu'on voit à travers le quantum computing. Donc on en a déjà parlé, des avancées très fortes qu'il y avait eu à Cambridge cette année, des avancées très fortes qu'il y avait eu aussi dans les universités parisiennes cette année, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si les États-Unis investissent depuis bien plus longtemps, parce qu'ils investissent depuis 10 ans, depuis 2-3 ans, l'Europe s'est largement réveillée, d'accord? Et cette année, c'est-à-dire en 2021, le deuxième financeur dans le quantique, c'est l'Union européenne avec 7,2 milliards, devant les États-Unis avec 1,3 et juste devant, qui est elle-même est juste devant le Royaume-Uni avec 1,2. Donc c'est-à-dire que si vous faites Europe plus Royaume-Uni, vous atteignez 8,4. Donc on est vraiment très important. Alors après, vous avez la Chine qui est encore devant avec 15 milliards. Mais la Chine, c'est un autre niveau. Ils empilent du cash sur absolument toutes les technologies futures en ce moment. Et ils y vont pas avec le dos de la cuillère sur aucune technologie. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est quoi? C'est les dernières évolutions politiques qu'on voit. C'est-à-dire tout ce que vous voyez, France 2030, ça pousse dans ce sens-là. La nouvelle coalition allemande, ils ont ouvert un budget supplémentaire pour le quantique en Allemagne. Et ils poussent pour une ouverture des bourses du ministère des Finances plus élargie sur beaucoup de technologies du futur et beaucoup d'investissements. Ce que vous voyez aussi, c'est aux Pays-Bas, la nouvelle coalition
et surtout la nouvelle ministre de l'économie, elle veut qu'on pousse sur ces technologies de rupture, elle veut que l'Europe surinvestisse. Donc vous avez vraiment un mécanisme au niveau de l'Europe de surinvestissement qui se met en place sur ces technologies. Alors on ne va pas rattraper nos retards sur les technologies qui sont déjà actuellement. On ne va pas réussir à faire un Google, on ne réussira pas à faire un Facebook, c'est trop tard, c'est fini. Mais vous commencez à voir quelque chose. Les dernières levées de fonds aussi des licornes françaises, quand vous voyez back market, ce genre de choses, pour ceux qui sont dans l'univers, depuis le début de l'année, on a battu déjà 5 fois notre record de plus grosse levée de fonds et de plus grosse valorisation. On est le 12 janvier en France. Et ça, cet afflux de capital, ça se retrouve un jour ou l'autre dans le marché. C'est-à-dire que beaucoup de gens vous diront, ouais, c'est la bulle, machin et tout. Mais ce qui a permis aussi aux États-Unis d'avoir Amazon, d'avoir Google et tout, c'est qu'ils ont eu au niveau des dot-com la bulle la plus grande. Donc ils ont vraiment surinvesti de manière colossale sur l'Internet 1.0 et 2.0, et en surinvestissant de manière colossale, ils ont eu Google, Facebook, ce genre de choses. Vous n'allez jamais avoir 100% de réussite. Mais si vous voulez avoir des leaders incontestés, vous ne pouvez pas choisir un ou deux projets. Il faut arroser, avoir une multitude, et puis après, vous allez avoir un, deux projets qui vont devenir des leaders mondiaux et qui vont vous assurer vos revenus sur 10-15 ans. C'est assez fou de se dire on va juste investir sur Orange et puis on va mettre en partenariat toutes nos grandes entreprises du CAC 40 et ça va faire un truc qui marche. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le cloud souverain. On a essayé de le faire 3 fois de suite sous des gouvernements différents, de gauche, de droite, de manière différente, et ça n'a jamais marché. Le seul moyen de faire marcher ce genre de choses, c'est d'avoir des entreprises, vous investissez beaucoup, elles se font de la concurrence, et à la fin, il va en rester un ou deux les meilleurs. Voilà, c'est assez simple. Donc ça, c'est intéressant, on le verra un peu après pourquoi, mais je pense que vraiment, au niveau de l'Europe et au niveau de l'Union européenne, on est sur quelque chose de très très important, ou sur beaucoup de technologies de rupture, surtout dans la décennie 2030-2040, donc qui se prépare maintenant. On est vraiment dans des phases de surinvestissement par rapport à ce qu'on trouve aux US et ailleurs, et ça c'est des choses qui sont intéressantes et qu'on trouve dans vraiment énormément de secteurs. Ce qui est intéressant aussi dans le quantum, c'est que si on regarde dans le quantum computing, il y a un peu la même chose que dans le spatial ou que dans la fusion un peu plus récemment. C'est-à-dire que vous avez une hausse des financements qui est vraiment très très importante ces dernières années, hein, et du nombre de startups qui travaillent dans ce secteur. Et quand vous commencez à avoir le foisonnement comme ça, généralement ça veut dire quelque chose. Alors des fois vous avez un foisonnement, puis malheureusement ça retombe très vite et il ne se passe plus rien. Mais généralement quand vous regardez le spatial, ce genre de choses, ou tous les secteurs qui ont innové ces dernières années, vous avez toujours la même courbe quand vous regardez sur Private Equity. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'il y en a certains qui investissent, il commence à y avoir un petit foisonnement. Après, vraiment, vous avez un moment où soit ça prend et du coup vous passez une étape, soit ça prend pas et vous repartez pour un tour. Mais on l'a vu dans le spatial, ça a pris, c'est-à-dire qu'à l'époque où SpaceX s'est lancé, il n'y avait pas grand monde, et puis ils ont commencé à prendre, et ça a créé tout un écosystème qui a vraiment explosé. Pour vous donner une ordre d'idée, la branche de financement de l'ESA, il finançait un projet par mois dans les années 2010, d'accord. Ils en financent un tous les 3 jours, entre guillemets, en 2021. Donc ça vous donne une idée. Et en fait, si vous voulez, le budget a augmenté, c'est-à-dire qu'on alloue plus aux startups qu'avant, mais avant, on aurait voulu financer un projet tous les 3 jours au niveau de l'ESA, on n'aurait tout simplement pas trouvé de débouché, il n'y avait pas de projet. Maintenant, vous voyez de plus en plus de projets, et ça, c'est des choses qui sont intéressantes, parce que comme je vous l'ai expliqué pour la santé, plus vous allez être compétiteur au début de la course, plus vous avez de chances qu'il y en ait un qui arrive jusqu'à la fin. C'est basique, mais c'est quelque chose que souvent on n'a pas en tête. Donc là-dessus, je pense que sur le quantique, on va se batailler beaucoup avec les Chinois. Alors après, là où vous avez un peu de retard, c'est que vous avez quand même des grosses boîtes aux États-Unis qui investissent dans le quantique de façon, on va dire, massive, et surtout qui ont la capacité d'utiliser toutes les compétences qu'elles ont sur d'autres points. Mais vous commencez aussi à avoir des sociétés comme ASML qui investissent dans le quantique, ce genre de choses. Donc il y a aussi des grosses boîtes en Europe, et on n'est pas forcément que perdant tout le temps en Europe, et ça il faut se le dire. Et je pense que là on est en train de vivre un petit peu un pivot. Je pense que beaucoup en Europe se sont réveillés et commencent à se dire qu'il est temps que l'Europe ait une part du gâteau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que
plus vous avancez sur le quantique, plus vous avez des capacités d'en tirer les fruits sur d'autres points. Donc par exemple, quand vous regardez, là on est sur un rapport de McKinsey, hein, donc ce que le quantique va donner pour les différentes industries. Donc l'impact par exemple, il est intéressant. Pourquoi? Parce que sur des industries sur lesquelles l'Europe est quand même très bien positionnée, il y a des impacts qui vont se faire sentir de 2025 à 2030. Donc ils vont pousser entre guillemets, on investit dans le quantique, on crée des produits qui vont servir à des entreprises qu'on connaît déjà en Europe et qui sont leaders dans leur secteur. Donc par exemple en chimie, les Européens ils sont assez bien placés. En énergie renouvelable, on est assez bien placé sur beaucoup de technologies. Et ça, c'est deux secteurs qui vont tirer grandement profit du quantique. Un secteur aussi qui va tirer grandement profit du quantique de 2025 à 2030, c'est la pharmacie. Alors là, on est un peu moins bien placé que les Américains. Mais voilà. Et après, à partir de 2030-2035, vous commencez à avoir une amélioration pour beaucoup plus de secteurs de façon considérable pour des secteurs, certains pour la pharmacie. Alors tous les secteurs qui en ont profité en 2025, ils en profiteront encore plus en 2030-2035. Mais vous avez des secteurs qui en profitent assez peu et qui vont même pas assez peu en profiter, comme l'automobile, ce genre de choses, en 2025. Et ça va commencer à monter en puissance en 2030. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le secteur qui va le plus en profiter, c'est vraiment le secteur de la chimie. Et c'est un secteur sur lequel en Europe, on a quand même énormément d'acteurs de qualité. Et donc ça, c'est très très intéressant. Et vraiment, c'est quelque chose qui peut permettre à nos acteurs de la chimie de progresser massivement comparé aux acteurs chinois et aux acteurs américains. Et donc de gagner un peu de tranquillité d'esprit en se disant qu'ils ont créé une barrière à l'entrée pour les 10-15 prochaines années. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et les perspectives en tout, alors ça, comme d'habitude, hein, ça ne concerne, ça ne prend en compte que ceux qui font confiance au cabinet, mais l'idée c'est que ça serait un marché de 700 milliards d'amélioration pour les entreprises d'ici 2035. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pour continuer sur la tech, donc cette semaine, on va se retrouver avec aux États-Unis chez KFC les premiers burgers végétaux qui seront des Beyond Meat. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que Beyond Meat, c'est quelque chose dont je vous parle depuis pas mal de temps. C'est une société qui est née en 2009 et ça vous montre comment le monde innove et va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'en 2009, leur idée, c'est de faire des burgers à base de plantes. Ils commencent à y arriver en 2014-2015, donc déjà, ça vous montre le temps de R&D. Et là, ils commencent à industrialiser l'offre sur une multitude de sous-secteurs, c'est-à-dire le poulet, la viande, le porc, ce genre de choses. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est la communication de la startup Future Meat Technology, qui est une startup israélienne. Et ça, il faut bien suivre les startups israéliennes parce que vous avez beaucoup de choses deep tech qui sont de très bonne qualité. Et sur l'industrie de la food, vous avez énormément de choses. Alors c'est aussi parce qu'ils sont sur un pays qui aura du mal avec la montée, la montée des chaleurs à produire efficacement des denrées alimentaires. Donc ils surinvestissent pour se protéger de ce genre de choses. Et Future Meat Technology, ils ont réussi à créer du poulet artificiel qui a coûté 7,70 $ la livre. Alors ça peut paraître cher parce que si vous regardez, le bureau des statistiques américains communique sur un prix à l'heure actuelle, c'est-à-dire tout arrivé en magasin à 3,62 $, alors que là, chez Future Meat, on est à 7,70 $, mais vous n'avez pas encore mis le packaging et vous ne l'avez pas encore envoyé jusqu'au magasin. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous êtes à 10 $. Ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est surtout que chez Future Meat Technology, il y a 1 an et demi, d'accord, on était à plus de 100 $ la livre. Il y a 6 mois, on était à plus de 10 $ la livre. Ils sont à 7,70 $ la livre. Donc ils ont une capacité de réduire le coût qui est considérable. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que vous commencez à avoir de plus en plus d'acteurs justement de la food comme ça qui arrivent sur des moments planchers où en fait ils vont croiser le moment où l'agriculture entre guillemets traditionnelle et la création en laboratoire de viande vont se croiser au niveau prix.
Et ça, c'est très intéressant. Alors, ça fait hurler beaucoup de gens. Moi, le premier, j'aime bien aller au resto. Donc, j'aime bien parler avec les agriculteurs, ce genre de choses. Mais il faut penser un peu plus large. Par exemple, quand vous allez acheter de la viande ou ce genre de choses et de la viande de mauvaise qualité qui est remplie de flotte, c'est pas forcément bon pour votre santé. Bah là, avec de la viande qui est créée en laboratoire, on aurait moins de viande de mauvaise qualité ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes et c'est vraiment des choses qu'on va voir aussi dans les 5-6 années à venir, c'est-à-dire ce croisement entre deux technologies, et c'est un croisement qui est fondamental parce que c'est un croisement qui va changer tout un univers, c'est l'univers de l'agroalimentaire et surtout l'univers des éleveurs et ce genre de choses. Et vous avez beaucoup de sociétés qui dépendent de ça. C'est-à-dire vous avez tous ceux qui font des médicaments pour les bêtes, ce genre de choses. Énormément d'acteurs dépendent de ce secteur-là et vous allez avoir un vrai Big Bang sur ce secteur. Et ces futures sociétés, elles sont très très intéressantes. Vous commencez à en avoir certaines qui sont cotées en bourse, c'est des choses qui sont intéressantes à suivre. Et après, on finit avec la petite news du CES. C'est Geely, qui est un constructeur chinois, qui nous a annoncé qu'il visait le niveau 4 pour 2024 avec sa marque Zeekr Air. Et surtout, l'idée, alors ça serait un niveau 4 comme Tesla, c'est-à-dire dans certaines conditions, pas tout le temps. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est quoi? C'est que Geely a annoncé que ça serait quand même un niveau 4 qui offrirait plus de fonctionnalités que ce qu'offre actuellement Tesla. Donc ça oblige Tesla, qui a quand même des fortes parts de marché en Chine, à pousser très fortement sur l'intelligence de sa voiture. Et surtout, Zeekr y a réussi à faire ça avec deux partenaires. Donc Mobileye, qui est une ancienne filiale de Intel qui vont faire coter et qui est une société qui est d'origine israélienne. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment surveiller la tech israélienne. C'est vraiment que là-bas des vraies innovations se réfléchissent pour le futur. C'est vraiment un pays dingue là-dessus. Et aussi avec Waymo, donc la filiale autonomie de Google. Donc ce qui est intéressant, c'est que les deux grands partenaires de Geely, en fait, ils sont américains. Parce qu'il y en a un, c'est Intel, et l'autre, c'est Google. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et est-ce que ça annonce une bataille entre Tesla et d'autres Américains et les Chinois? Il faudra voir, mais ça vous annonce vraiment énormément de choses dans le monde du véhicule électrique. Il faut savoir que créer une voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus simple que créer une voiture traditionnelle avec un moteur traditionnel. Donc vous avez beaucoup de gens qui se lancent sur ce secteur-là. Vous avez Sony qui a sorti un prototype de voiture électrique. Vous avez beaucoup d'entreprises de la tech. Vous avez Samsung qui en a sorti un aussi. C'est beaucoup plus facile de faire une entreprise de véhicules électriques qu'on ne le croit au niveau technologique. Après, industrialiser, c'est encore autre chose. Mais une usine qui fait des voitures électriques et une usine qui fait des voitures standards, c'est pas la même chose. C'est légèrement plus simple sur la voiture électrique. Alors après, vous avez d'autres problèmes sur la voiture électrique. Vous avez des problèmes sur la batterie, sur comment vous allez la vendre, ce genre de choses. Mais vous avez énormément d'avancées dans ce secteur. Donc ça, il faut faire attention parce que peut-être ce qui va faire la différence entre les différents producteurs de véhicules électriques, c'est justement ce que vous pouvez mettre dans la voiture en plus, entre guillemets. Et ce que vous connaissez de votre voiture, c'est-à-dire la partie, la capacité de la voiture à tourner dans l'univers autonome. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire, le confort de la voiture, ce genre de choses. Hop là. Alors. Non, je crois pas que vous ayez perdu le son. Enfin, dites-moi si vous avez plus de son. Mais normalement, c'est bon. Ah non, c'est good. Allez, comme d'habitude, on fait les questions à la fin. Comme ça, c'est plus simple. Allez, on continue du coup. Donc, les prévisions pour 2022 sur justement la technologie, c'est qu'il va y avoir des grandes avancées plutôt dans la fusion, dans les SMR, dans l'IA et dans le quantique, qui sont pour moi les 4 secteurs qu'il faut vraiment vérifier et suivre, parce que c'est vraiment des secteurs qui vont driver un peu l'économie de demain, on va dire. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Et en Europe, vous aurez bien sûr des innovations sur les ENR, sur la médecine. Mais ça, c'est entre guillemets des innovations qu'on a depuis un certain temps qui commencent à arriver. Ce pas des choses qui vont vous permettre de vraiment changer le monde. Alors que pour moi, les SMR, c'est encore débattable
parce que c'est un moyen de déployer un peu plus rapidement, mais la fusion l'IA et le quantique, c'est vraiment un moyen de changer la phase de l'économie, et donc si vous changez la phase de l'économie, vous allez changer forcément les gagnants et les perdants de cette économie-là, et vous allez avoir des gens qui vont être lourdement gagnants et des gens qui vont être lourdement perdants, au même titre qu'Internet, qui était quand même une rupture technologique, ou que les chemins de fer ont créé des empires et ont détruit des empires aussi, parce qu'à chaque fois que vous avez des grosses avancées comme ça, vous avez une destruction d'empire et une création d'empire. On continue. Donc on passe aux cryptos. Donc cette semaine, c'était Grismin, vous le voyez. C'est-à-dire que sur 7 jours, la meilleure, c'est Chainlink qui fait 10%. Après, vous avez Dash Asset. Après, vous avez NIR. Vous avez ICP. Et après, vous êtes que sur des stablecoins. Donc c'est-à-dire des coins qui sont adossés au dollar, à l'euro. Voilà, là, on n'a que des stablecoins dollars d'ailleurs. Donc voilà, donc ça vous montre que le marché des cryptos, il tombe un petit peu, il est sous pression. Je vous avais dit que il y a quelques semaines que je pensais que le marché des altcoins, il était un peu trop chaud et qu'il fallait dégonfler. Ça fait quelques semaines qu'on dégonfle. Je pense que c'est toujours le cas. Alors après, moi, je ne fais pas partie des Cassandres. Je pense pas qu'on est sur un marché où on va se retrouver avec moins 80% sur le Bitcoin en ligne droite. Après, à mon avis, on va être sur un S1 qui va être compliqué, très compliqué. Mais on verra un petit peu la suite après. Donc, ce qui a fait 2021 aussi, c'est l'émergence des NFT, donc les non-fungible tokens. Donc, l'avantage des NFT, c'est que chaque NFT est unique. À contrario d'un Bitcoin, un Bitcoin est égal à un autre Bitcoin. Ça ne change rien que vous déteniez le premier Bitcoin ou le dernier Bitcoin. Absolument rien. Vous détenez le même Bitcoin. Les NFT, l'avantage, c'est que chaque NFT est unique. Donc, si vous détenez le premier ou le dernier, ça n'a pas du tout la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur OpenSea, donc qui est vraiment la plateforme des NFT, vous avez quand même une hausse très massive des volumes journaliers. Ce qui est très très intéressant aussi sur OpenSea, qui est une société filiale de Facebook. Alors, ils n'ont pas tout le capital, mais ils ont une grosse partie du capital quand même, parce qu'ils ont investi dès le début. Donc, ça vous montre quand même que Facebook, dont on se moque un petit peu sur sa vision métaverse et tout, ils ont quand même aligné leurs pions sur autre chose que déployer leur masque. Et on verra un peu plus tard pourquoi Oculus, c'est pas une si mauvaise chose que ça, et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi aussi là-dessus à faire des choses intéressantes. Ce qui prouve que c'est plus facile de se moquer que de faire. Mais passons. C'est que à la Silicon Valley, vous avez vraiment une méga tendance, vous avez du mal à attirer des top talents, et vous avez une entreprise qui attire de plus en plus de talents, c'est OpenSea. Pourquoi? Parce que la plupart des anciens de la tech, ils vous disent que c'est vraiment le futur et que OpenSea, ça fait penser à eBay dans les années 2000. Alors il faut savoir, eBay dans les années 2000, ça marchait pas très bien, il y avait des bugs, ce genre de choses. Mais ça, c'est fréquent. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose de nouveau, forcément, vous avez des bugs, c'est pas aussi efficace qu'Amazon, ça marche pas aussi bien. On est au début, on est dans l'enfance. C'est comme quand votre gamin, il marche pour la première fois. Il marche pas aussi bien que vous. Il se casse la figure, il se rattrape, il apprend, ce genre de choses. Mais par contre, c'est là où c'est passionnant. Parce que vous allez vivre des émotions, ce genre de choses. Et ben vous avez la même chose chez OpenSea. Et donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. C'est intéressant surtout parce que vous commencez à avoir une traction. C'est-à-dire que GameStop nous annonce qu'ils vont faire leur propre plateforme de NFT pour se mettre en concurrence avec entre guillemets OpenSea. Et il faut savoir une chose, c'est que OpenSea, qui est là depuis quand même assez longtemps. Je me souviens au tout début, beaucoup de gens disaient mais OpenSea c'est juste un moyen d'acheter des fichiers JPEG sur internet et puis n'importe qui peut coller vos fichiers JPEG, finalement ça n'a aucune valeur. Vous voyez quand même les premières utilités qui commencent à rentrer dans le monde du gaming. Vous avez par exemple aussi comment ça s'appelle? Vous avez Konami qui va lancer sa première collection de NFT liée à Castlevania qui vont être utilisables dans les jeux.
vous avez Ubisoft qui a fait ses premiers pas sur le NFT en créant ses premiers NFT qu'on va pouvoir importer dans différents jeux. Alors ça n'a pas très bien marché, c'est le début. Ils ont aussi investi dans une société qui s'appelle Dogami, qui est une société française. Vous avez les cartes à connectionner Sorare. Vous commencez à avoir des choses au niveau de la basket, on en a déjà parlé les fois dernières. Vous voyez des choses aussi au niveau de la NFL, de la NBA. Donc il y a vraiment de plus en plus de choses qui se passent dans les NFT. Alors après, attention, le monde des NFT comme le monde des cryptos, c'est un monde qui est compliqué parce que par exemple, si vous prenez une société qui est connue, c'est-à-dire Atari, ils avaient un ancien partenaire qui s'appelait Aminoca Brand, qui était une société australienne, et eux, ils se sont fait pirater leur plateforme de NFT et ils ont perdu 18 millions de dollars. Donc vous avez toujours le même problème, c'est-à-dire que dans ce monde virtuel, la problématique du piratage, elle est poussée à l'extrême et donc vous avez énormément de soucis de piratage. Et donc ça, c'est des choses qu'il va falloir vraiment surveiller et sur lesquelles il va y avoir des vraies innovations et ça va pousser aussi le secteur de la cybersécurité. Il va être poussé par ce secteur des crypto-monnaies, des NFT à aller dans un niveau encore plus élevé parce qu'il va falloir surveiller ces actifs numériques qui ont de la valeur. Et déjà, les actifs numériques commencent à prendre de plus en plus de valeur. Mais si en plus, vous leur donnez de plus en plus de valeur, bah voilà. Vous avez aussi la lettre du PDG de Square Enix qui nous a parlé des NFT, du métaverse, des Play to Earn, en nous expliquant que les NFT c'était encore au début mais qu'ils s'y intéressaient, que les jeux sur la blockchain ils s'y intéressaient aussi. Alors je vais vous passer toute la lettre, vous l'avez dans le slide, vous pourrez télécharger le slide à la fin, comme ça vous pourrez lire la lettre. C'est intéressant parce que quand vous commencez à voir tous les gens d'un secteur qui s'intéressent à une technologie, qui commencent à en parler, et surtout les Japonais, c'est-à-dire les Japonais c'est pas des gens qui sont habitués à être dans la hype entre guillemets. Ils viennent pas se mettre dans un secteur parce que tout le monde aux États-Unis en parle et parce que si vous mettez derrière votre nom de société blockchain, vous allez faire plus 10% à Wall Street la semaine d'après quoi. Ça les intéresse pas les Japonais. Donc quand vous commencez à avoir vraiment beaucoup d'entreprises japonaises qui s'intéressent à un secteur, au niveau technologique, c'est intéressant parce que c'est un peuple qui est très avide de technologie, de nouvelles choses, qui est capable d'imposer beaucoup de nouvelles technologies, mais qui le fait souvent avec un minimum d'intelligence. Donc ça vous montre que si ces acteurs-là ils trouvent qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas non plus que du scam et c'est pas non plus que des choses qui n'ont pas de sens et pas d'utilité dans le fond. Il y a vraiment une utilité au NFT, il y a une utilité au Play to Earn, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Vous avez après Vitalik qui propose un nouvel EIP. Donc les EIP, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est des propositions qu'on fait sur la board d'Ethereum pour faire évoluer le protocole sur lequel on vote. Donc c'est l'EIP 1559, donc on va vous passer les mathématiques, ce genre de choses. Mais l'idée c'est de se rapprocher un peu d'un système comme on a sur le Proof of History de Solana. Alors je fais un gros raccourci pour ceux qui connaissent. Venez pas commencer à me dire ah c'est pas du tout la même chose et tout. J'essaye de faire assez simple pour tout le monde. L'idée encore une fois de cette EIP, c'est d'essayer de faciliter les transactions et de réduire les coûts de transaction parce que malgré le fait qu'on ait mis en place les EIP de l'été dernier, ce genre de choses, bah, le fait est qu'on a mis en place des nouveaux EIP, mais comme le réseau, il y a de plus en plus de gens qui sont arrivés dessus, bah, en fait ce qu'on a mis en place pour gérer la forte audience qu'on avait avant sur Ethereum, et ben on est arrivé à la même solution quelques mois plus tard parce qu'on recommence à avoir trop d'utilisateurs et donc vous avez un problème de scalabilité qui est toujours aussi prégnant sur Ethereum. C'est aussi ça qui a fait que des blockchains comme Solana, comme Avalanche ont pu émerger, d'accord ? Mais ils essayent de réduire le problème. C'est intéressant, c'est des choses qu'il va falloir de plus en plus suivre, les EIP d'Ethereum, parce que vous commencez vraiment à avoir un foisonnement de IP sur Ethereum avec beaucoup de propositions pour réduire ces problématiques et pour justement permettre le scaling de la blockchain Ethereum, ce qui serait vraiment quelque chose de très intéressant pour l'univers de la crypto, avoir la capacité de scaler sur Ethereum. Alors je pense qu'on ne sera jamais sur un Ethereum où on pourra faire des transactions de quelques centimes comme vous avez sur Solana ou sur d'autres blockchains, mais par contre je pense que là on est vers des transactions qui coûtent plusieurs centaines d'euros à l'heure actuelle, voire plusieurs dizaines d'euros, mais plutôt proche des 100 euros, allez, 80 euros, ce genre de choses. On peut revenir vers du 10 $ à long terme
des choses un peu plus envisageables. Après, comme je vous l'ai toujours dit, je pense que pour ceux qui veulent faire vraiment des toutes petites transactions, on sera sur des protocoles de layer 2, c'est-à-dire de niveau 2 avec Ethereum qui sera la blockchain de base, et puis après on créera des sous-protocoles en dessous qui seront définis pour certains usages et qui auront des coûts de transaction beaucoup plus faibles pour les utilisateurs entre guillemets lambda, et il y aura une discussion entre les différents protocoles. Vous avez aussi le Yuan qui rencontre ses premiers succès, donc on en avait déjà parlé. Il avait été poussé par Tencent et Alibaba, qui avaient été obligés de le mettre en place dans leur application. Donc beaucoup de Chinois avaient créé un wallet. Et ce qui se passe maintenant et qui est très très intéressant, c'est intéressant pourquoi? Parce que c'est un vrai contre-pouvoir à la puissance des GAFAM et à la puissance des BATX. C'est que le fait d'avoir du Yuan dans son portefeuille WePay ou dans son portefeuille Alipay, bah, ça pousse les gens à se dire mais est-ce que ça serait pas mieux d'avoir directement le wallet de la banque centrale, donc le ICNI avec le wallet de la banque centrale directement sur son téléphone. Et du coup, vous commencez à avoir une hausse très très forte du téléchargement des wallets. Alors c'est aussi drivé par le fait que si dans certaines mégalopoles chinoises, si vous passez par exemple au niveau pour acheter vos tickets de tram ou ce genre de choses, tickets de bus, avec ce yuan et avec le wallet de la banque centrale, vous avez des réductions. Vous avez des entreprises aussi qui font des réductions. Alors que si vous passez par le wallet d'Alibaba, vous n'avez pas forcément ces réductions. Donc ça drive aussi les utilisateurs à utiliser ce wallet. Ça c'est très très intéressant, je vous l'avais déjà expliqué. Pourquoi? Parce que l'idée c'est qu'après au niveau de votre capacité de transmettre l'économie à la population, c'est facilité par la relation entre guillemets directe entre la banque centrale et les acteurs économiques. Ce que vous n'aviez pas forcément avant quand on pensait aux acteurs particuliers. Pourquoi? Parce que entre la politique de la banque centrale et un acteur particulier, il y avait une multitude d'acteurs, entre guillemets. Il y avait la banque centrale, puis après il y avait l'État, puis il y avait les banques, puis ceci. Là, en fait, avec le yuan, vous avez une capacité de faire des choses, de faire de l'hélicoptère monnaie, de faire énormément de choses qui vont révolutionner les pratiques économiques. Parce que vous avez tout un environnement qui est né, c'est-à-dire l'économie comportementale avec les nudges, avec énormément de nouvelles thèses qui sont nées et qu'utilisent les gouvernements. Et en fait, avec l'ajout de cette technologie derrière, vous avez des capacités et des manières de créer et de faire appel à ces techniques qui sont quand même largement plus performantes et qui vont permettre vraiment d'aller sur un niveau de déploiement beaucoup plus efficace de ces techniques. Après, bien sûr, vous avez des risques d'abus, ça on en a déjà parlé. J'évite toujours de me situer en disant c'est bien, c'est mal. Je vous dis toujours que la technologie, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Voilà. Est-ce qu'on est content que Albert Einstein nous ait permis de connaître un peu mieux le nucléaire? Ça a permis la bombe atomique, mais ça permet aussi d'avoir des centrales qui nous permettent de ne pas polluer. Si on n'avait pas de centrale nucléaire à l'heure actuelle, le niveau de la mer il serait bien plus élevé, le nombre de degrés qu'on aurait il serait bien plus élevé, parce que ça veut dire qu'on aurait fait des centrales à charbon et tout de manière bien plus importante. Donc on a quand même, vous avez des avantages, des inconvénients sur chaque technologie. Le but d'un État, c'est de créer un cadre pour faire matcher, pour mettre des limites et faire matcher l'intérêt de tous les acteurs. Au niveau des parlons crypto de cette semaine, vous avez Bill Miller, donc, qui est un milliardaire qui investit depuis assez longtemps dans le Bitcoin, qui a placé maintenant 50% de sa fortune dans le Bitcoin. Alors je vais vous passer ce qu'il dit, parce que il dit « Je pense que l'investisseur moyen devrait se demander ce qu'il a dans son portefeuille, qui a ce genre d'historique de performance qui est aussi peu répandu, qui peut offrir un service d'assurance contre les catastrophes financières que rien d'autre ne peut fournir et dont la valeur peut être multipliée par 10 ou 50. Voilà. Donc ça, c'est ce que Bill Miller dit. Alors, il y en a qui vous diraient que, entre guillemets, s'il y avait vraiment une catastrophe, le Bitcoin ne vaudrait plus rien. Ça, je vous dirais que moi, j'ai jamais été partisan de dire que le Bitcoin était un outil pour se hedger contre l'inflation, forcément, ce genre de choses. C'est un actif qu'on essaye de construire et qui essaye de se construire. Je pense que c'est encore l'enfance
et que c'est difficile de déterminer ce que le Bitcoin peut faire ou ne peut pas faire à l'heure actuelle, même si, attention, Bitcoin, or, ce genre de choses, pour moi c'est la même chose, c'est des constructions psychologiques des acteurs de marché. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'or sert de hedge contre l'inflation? Parce qu'on l'a décidé. Il n'y a rien qui décide que l'or doit servir de hedge. Et si vous êtes même un minimum cartésien, vous avez plus d'or dans l'univers que d'autres choses, que d'autres types de minerais. Donc on aurait dû utiliser d'autres types de minerais que l'or. Parce que le jour où on peut aller plus loin, voilà. Mais c'est une convention. Au même titre que sur les diamants, on a créé une convention, les diamants ça vaut cher. Or, les diamants, vous en trouvez très facilement. On sait en produire de manière assez massive industriellement maintenant. Et pourtant, ça vaut toujours cher. Parce que vous avez une convention entre les gens qui dit que les diamants, ça a une valeur. Voilà. Et c'est l'aspect psychologique. Et ça, il ne faut vraiment pas l'enlever de votre réflexion macroéconomique. C'est comment les agents sont capables de créer des réflexions et des biais psychologiques très puissants qui peuvent durer des millénaires. Et qui n'ont pas forcément de sens si on case juste les choses en disant il y a tant d'or, tant de machin, tant de trucs, tant de bidules, tant de chouettes. On peut produire tant d'or, tant de machin, tant de bidules, tant de chouettes. Voilà, ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est la convention, et la convention, il faut bien s'y faire, parce que dire qu'on va changer une convention qui est en train de se créer ou qui s'est créée depuis des centaines voire des milliers d'années, ça me paraît assez farfelu. Alors après, il y en a qui vous disent que le Bitcoin ne vaut rien et que c'est une convention, et que cette convention entre différents acteurs, elle va finir par imploser. C'est possible. Après, ça fait quand même un certain temps. C'est-à-dire quand vous regardez les tulipes, ce genre de choses, c'est des choses qui ont eu des courbes beaucoup plus rapides. Et c'est généralement des bulles qui ont explosé en haut et qui ne sont jamais revenues. Ce que vous avez dans les crypto-monnaies, c'est quand même un phénomène de construction, d'explosion, de construction, d'explosion, de construction, d'explosion. Et ça, c'est quand même synonyme d'une courbe d'innovation bien spécifique qui généralement tend à créer un vrai secteur économique par la suite. C'est ce que vous avez eu sur Internet avec une explosion d'utilisation, une diminution, une explosion, une diminution. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont intéressantes et qu'il faut suivre. Vous avez aussi Binance qui soutient l'écosystème Oasis avec un fonds doté de 200 millions de dollars pour investir dans l'écosystème et dans les projets liés. Donc ça, c'est un bon call pour la crypto et le projet Oasis. Et vous avez l'Iran qui autorise le paiement en crypto pour les sociétés et pour le commerce international. Donc ça, c'est plus, c'est une bonne nouvelle pour certains qui diraient que ça permet à l'Iran de faire du commerce. C'est une mauvaise nouvelle pour d'autres qui disent que ça va mettre les États-Unis sur le dos des cryptos, et c'est pas forcément une bonne chose. Après, attention, hein, vous savez pertinemment quelle adresse appartient à l'Iran, quelle adresse appartient à telle personne sur les cryptos. Vous avez très rarement de l'anonymat sur les cryptos, sauf sur des cryptos qui sont faites pour ça. Mais du coup, ça, c'est des choses qu'il va falloir suivre aussi. Les prévisions pour 2022 sur les cryptos. Je vous l'avais déjà dit, le marché des altcoins avait ralenti fortement. Je pense qu'on va toujours avoir un assez fort ralentissement du marché des altcoins. Il va falloir digérer 2021. Je pense que ça, au S1, déjà, on est sûr d'avoir un ralentissement des altcoins. Je pense pas qu'on va faire de nouveaux bull run des altcoins en 2022. Peut-être qu'on va un peu consolider un peu plus en OS1 et après reprendre un peu de cette consolidation OS2. Mais à mon avis, on sera quand même en perte par rapport à 2021 sur les altcoins. Ce qu'il faut suivre, c'est vraiment la croissance des monnaies numériques issues des banques centrales qui sont vraiment très très intéressantes, et leurs impacts sur l'écosystème et surtout sur les stablecoins, ce genre de choses qui sont déjà là dans le marché, et voir si vous avez une capacité de tracter des nouveaux usages, d'amener des nouveaux types d'utilisateurs avec ces wallets sur des projets NFT, ce genre de choses. Je pense que sur les NFT, il va encore y avoir un peu de spéculation au S1, mais que le S2 va être assez compliqué pour l'univers des NFT. Pour moi, ça va être la même chose pour les Play to Earn. Ça va même commencer un petit peu plus tôt pour les Play to Earn. À mon avis, milieu, là, on est en janvier, février,
ouais, février-mars, ça va commencer à devenir difficile pour les play to earn. Vous commencez déjà à voir Axis qui a sa monnaie qui diminue quand même de façon importante, ce genre de choses. Je pense que Bitcoin et Ethereum vont continuer de descendre un petit peu. Peut-être qu'ils vont atteindre, oui, peut-être que le point bas sera peut-être vers 30 000 dollars sur Bitcoin. Et peut-être qu'on arrivera à 1500 dollars sur Ethereum. Quelque chose comme ça. Mais je pense par contre qu'on finira l'année en hausse. Je pense que la fin de l'année pour Bitcoin, ça sera aux alentours de 60-70K. Je pense que moi, 65K, ça me paraît être quelque chose de viable. Je pense que sur Ethereum, par contre, on montera un petit peu plus. 5K, ça me paraît être une bonne target pour Ethereum. Surtout, alors ça dépend grandement des évolutions technologiques qu'il va y avoir, parce que cette année, il va y avoir beaucoup d'évolutions technologiques et sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc attention, ça dépend vraiment de comment ces évolutions se passent. Est-ce que la chaîne les prend en charge facilement? Est-ce qu'il y a des gros problèmes quand elles vont être implémentées? Ce genre de choses, c'est des choses qu'il va falloir suivre. Après, sur Solana, je pense que 300 dollars, c'est une première étape, mais je pense que les difficultés d'Ethereum vont continuer encore un peu, et donc je pense que pour les plus petits portefeuilles, Solana va quand même être une blockchain qui va être privilégiée encore un petit peu. Donc s'ils arrivent aussi à innover encore un peu, alors là ils ont eu un petit problème de piratage il n'y a pas très longtemps, mais je pense qu'ils sont en train de l'adresser et d'innover là-dessus. Bah, s'ils arrivent à faire ça, je pense qu'on peut atteindre les 300 dollars à la fin de l'année 2022, voire au courant de l'année 2022 peut-être. Et par contre, ouais, les altcoins, je pense qu'il faut éviter. Les coins métaverse, par exemple, moi je ferai très attention parce que je pense qu'ils sont beaucoup montés. Je me concentrerai vraiment sur le top 20, top 30 des coins du marché. Parce qu'à mon avis, dès que vous allez être en dessous, vous aurez de la volatilité. Donc pour les traders, c'est intéressant. Mais je pense que si vous faites du buy and hold ou ce genre de choses, vous serez perdant. Parce que je pense pas que c'est là que les projets vont nous montrer des vraies innovations et des choses qui fonctionnent. Et surtout de l'utilité, comme je vous le dis. On continue sur la partie gaming. Donc le casque VR, la star de 2022, avec Oculus qui a fait un Noël phénoménal, parce qu'Oculus a réussi à être premier sur les App Store de beaucoup de pays, aux États-Unis, en Europe et tout, ce qui montre qu'à Noël, il s'est vendu énormément de casques Oculus. Alors, ça a été amené par deux choses. Déjà, une politique tarifaire de la part de Facebook, qui a été assez agressive tout au long de 2021 et qui s'est accentuée sur la fin de l'année. Et aussi, la hype du métaverse qui commence à tirer des usages. Mais pour ceux qui suivent ce live, vous savez que c'est des choses dont on parlait depuis un certain temps, parce qu'on parlait du fait que sur Steam, il y a de plus en plus de casques VR qui sont connectés, que sur des jeux comme VR Chat, vous commencez à avoir des gens qui sont connectés à cet univers qui est vraiment un métaverse très profond, et que la communauté commençait à être de plus en plus importante. Alors, on était sur des trucs très limités, hein. Quelques centaines de milliers d'utilisateurs, sur les nombres de casques connectés à Steam, quelques millions. On était vraiment au tout début, c'est l'ultra enfance du truc. Mais on commençait à avoir quand même des métriques qui étaient intéressantes pour nous en tant qu'investisseurs. Donc ça, c'est une bonne chose, et ça vous montre que le pivot de Facebook vers Meta, c'est pas non plus un pivot comme je l'ai trop entendu. Ça a été compliqué pour Facebook, ils ont des problèmes avec Donald Trump, ils ont eu des problèmes avec Cambridge Analytica, donc ils nous créent une nouvelle marque, et puis en fait ils noient le poisson, puis c'est fini, puis voilà. Non. Et je l'ai encore entendu récemment, parce que comme ils ont un peu des problèmes avec leur métavers chez Facebook et leur univers virtuel, ils font un peu d'avancée, puis après ils reculent, puis ils font une nouvelle sortie, puis ils reculent. Je pense que comme ils ont énormément de choses à gérer, il y a eu les premiers harcèlements dans le métaverse de Facebook, ce genre de choses. Alors, voilà, le monde virtuel, c'est comme le monde réel, hein. Vous aurez des connards comme dans le monde réel, et tout ce que Facebook pourra faire en IA, en contrôle et tout,
ne compensera pas le fait que parfois vous avez des connards. Mais bon, comme c'est des sociétés qui sont très scrutées, elles sont obligées de faire énormément d'efforts, surtout que bon, cette année, avec ce qui s'est passé au congrès pour Facebook et tout, c'est quand même des choses qui ont heurté un peu l'image de la société, donc ils sont obligés vraiment d'y aller touche par touche et de faire les choses correctement. Mais je pense que leur pivot, c'est un vrai pivot qui est mûrement réfléchi, sur une techno qui est mûrement réfléchie, et là, ce qu'on voit sur Oculus, ça nous le montre. D'ailleurs, Oculus devrait se renommer bientôt Meta dans quelques mois, voire une année. Le but, c'est que Oculus Quest devienne Meta Quest et qui crée tout un écosystème autour de Meta. Ce qui est intéressant aussi pour 2022, c'est que l'autre gros concurrent dans le VR va revenir. C'est-à-dire que l'autre grand concurrent, il s'appelle Sony avec son PSVR, et vous avez le PSVR 2 qui va arriver avec des vraies innovations. Ça, c'est intéressant, ça va arriver sûrement S2 de 2022. C'est très intéressant parce que vous commencez à avoir de plus en plus de jeux qui sont en VR, donc ça, c'est intéressant pour les studios. C'est intéressant aussi parce que ça va coïncider au moment où il va y avoir une capacité de Sony de libérer un stock de PS5 un peu plus important. Donc ils vont pouvoir libérer des PS5 plus des PSVR 2 qui sont le PSVR nouvelle génération. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, et ça pourrait être vraiment l'année des casques VR. Ça fait longtemps qu'on nous parle de ce secteur-là en disant que ça avance lentement, ce genre de choses. Mais là, on commence vraiment à avoir une vraie traction et des gens qui sont très intéressés par le sujet. Sachant qu'en plus, cette année, devrait y avoir au niveau de l'AR pas mal de nouveautés avec les nouvelles lunettes HoloLens de Microsoft. Il devrait aussi y avoir l'annonce du casque VR et AR mélangés, donc qui ferait les deux d'Apple. Les avancées sur ce même casque mélangé de Google. Donc il y a vraiment énormément de choses qui vont se passer sur l'univers des casques VR et aussi de l'AR. Et je pense que trop souvent on ne vous parle pas assez de l'AR. J'avais fait un article aussi sur Snapchat en vous expliquant à quel point les acquisitions de Snapchat étaient intéressantes dans l'AR. Ça, c'est des choses qu'il va falloir surveiller aussi. Il va se passer beaucoup de choses dans l'AR et dans la VR. Alors après, je pense qu'on est loin du pivot vers l'utilisation massive. C'est pour ça, par exemple, que je vous disais que les coins liés au métaverse et tout, fallait faire un peu attention. Je pense qu'on va être plutôt sur une utilisation B2B dans un premier temps, surtout sur l'AR et un peu moins sur la VR. Mais par contre, je pense que c'est vraiment la première étape et la première utilisation massive de ces technologies-là, et ça va s'accentuer dans les années à venir. Vous avez aussi cette année au niveau du jeu vidéo les top ventes de Steam. Donc ça, c'est les jeux vidéo qui se sont rapportés le plus d'argent à Steam et donc du coup à leurs éditeurs. On compte la vente du jeu vidéo, les DLC, d'accord, et les contenus vendus dans le jeu vidéo, d'accord. Donc vous avez trois types de sources de revenus. Pour ceux qui sont par abonnement, on compte pas l'abonnement, hein. L'abonnement, il est géré en dehors de la plateforme Steam. C'est pas une liste qui est faite de celui qui a rapporté le plus à celui qui a rapporté le moins. C'est une liste que Steam nous fournit comme ça. Donc vous avez Apex qui est un EA. Vous avez Grand Theft Auto 5 qui est un Take-Two. Vous avez Naraka Blade Point qui est un NetEase. Counter-Strike qui est un Valve. Destiny 2 qui est un Bungie. New World qui est le jeu d'Amazon. Dead by Daylight qui est un Behavior interactif, Valheim qui est un Embracer, PUBG qui est un Krafton, Dota 2 qui est un Valve, Tom Clancy Rainbow Six Siege qui est un Ubisoft et Battlefield 2042 qui est un EA. Bon, ce qui est intéressant à voir, c'est que même sur des vieux jeux, vous avez une capacité à tirer du revenu à très long terme qui est très impressionnante, parce que vous prenez Grand Theft Auto, c'est-à-dire GTA 5, sorti 2015, toujours dans le top des ventes de Steam. Donc ça veut dire que quand vous êtes Take-Two, bah, vous avez créé un jeu et bah, il continue à vous rapporter de l'argent 5 ans plus tard. Et ça, c'est une vraie révolution pour l'univers du jeu vidéo. C'est tout ce que je vous dis, c'est que la licence maintenant, on vend plus justement juste le jeu vidéo, mais on fait vivre la licence dans le temps et on essaye de la faire vivre sur une multitude de supports. On fait la stratégie de Disney appliquée aux jeux vidéo, la même que Disney a appliquée au secteur du film quand ils se sont lancés et qu'ils ont dupliqué avec les parcs à thème, les dessins animés, le fait de détenir des chaînes de télé, ce genre de choses, et donc de faire vivre
le dessin animé et la création le plus longtemps possible et d'en tirer des revenus sur un cycle très long. Vous le voyez aussi avec Dead by Daylight, qui est un behavior interactive. Au niveau sinon du reste, bon, vous avez quand même beaucoup de jeux qui sont des jeux multijoueurs, hein, parce que vous avez Apex, c'est un jeu multijoueur. GTA V, c'est un jeu solo, mais en fait, ce qui fait la réussite de GTA V ces dernières années, c'est la partie multijoueur du jeu. Counter-Strike, un multijoueur. Destiny, un multijoueur. New World, un multijoueur. Bon, enfin, vous avez quasiment que des multijoueurs. Là, à la limite, vous avez Valheim qui est un peu moins multijoueur, même si vous pouvez y jouer en multi, mais c'est pas un massivement multijoueur comme on pourrait dire pour les autres, entre guillemets. Mais du coup, c'est intéressant, ça vous montre aussi à quel point Embracer a réussi un beau coup avec Valheim, parce que comme vous voyez, c'est un Coffee Stain Publishing, donc c'est-à-dire que c'est un jeu vidéo que Embracer publie, mais qu'ils n'ont pas produit. Entre guillemets, ils ont mis entre 5 et 10 millions d'euros là-dedans pour produire le jeu, entre ce que eux ils ont mis et ce que le créateur du jeu a mis. Et vous voyez que ça leur permet d'être dans les meilleures ventes de Steam. Et donc là, on est sur des jeux qui ont vendu plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ça vous montre vraiment la capacité d'avoir un ROI qui est extrême dans le jeu vidéo. C'est quand vous faites un jeu vidéo pas cher mais qui est vraiment excellentissime, bah vous avez une capacité de gagner énormément d'argent. Et ça peut être le jackpot pour vous. On en avait déjà parlé avec un petit jeu comme... comment ça s'appelle merde, j'ai perdu le nom. Le jeu où on se tue dans l'espace là. Ouais, j'ai perdu le nom. Je le retrouverai plus. Je le retrouverai peut-être tout à l'heure, mais j'ai perdu le nom. Voilà, donc ça vous montre qu'avec des petits jeux, on peut créer énormément de revenus. Bon, vous l'avez vu en France, il y a des jeux qui peuvent ne pas faire parler au début, puis qui font parler après, et qui deviennent des licences très importantes pour certains éditeurs. On l'a vu avec Focus Home sur certains jeux vidéo, hein. Quand ils ont commencé à éditer Farming, par exemple, tout le monde disait que bon, Farming c'était marrant de gérer son champ, mais que ça allait pas intéresser beaucoup. Puis pendant longtemps, c'est devenu une des meilleures licences et une des meilleures ventes sur PC. Donc ça vous montre vraiment la capacité quand vous avez un bon jeu de déployer. Vous avez aussi eu l'OPA de Take-Two sur Farmville pour 12,7 milliards. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est vraiment intéressant? Parce que c'est quasiment la capi de Take-Two. D'accord? Donc ils ont mis quasiment leur capitalisation pour acheter Farmville. Donc pour acheter Zynga qui édite Farmville. Hein. Pour ceux qui connaissent la gloire des jeux Facebook. Bah, vous aviez à l'époque le jeu Farmville qui vous permettait de gérer votre ferme aussi. Qui était vraiment le jeu numéro 1. Donc ça c'est vraiment... quelque chose de nouveau, ça vous montre l'agressivité de tous les acteurs parce que Take-Two était généralement un acteur un peu moins agressif que les autres sur la fusion-acquisition, surtout aux États-Unis. Et là, ils ont vraiment pris tout le monde de court et ils ont été très violemment sur le mobile. Alors, l'idée qu'ils ont vendue dans le call, c'est que comme ils n'avaient pas de briques mobile, en acquérant Zynga, ils vont pouvoir amener toutes les licences qu'ils connaissent déjà, comme GTA par exemple, sur mobile. Et donc, entre guillemets, ils acquièrent un portefeuille existant de jeux mobiles en forte croissance, mais ils acquièrent aussi des compétences qui vont leur permettre d'amener leur portefeuille de jeux physiques qu'ils connaissent bien et qui sont des très grandes licences sur le mobile. Et que ça va permettre de créer énormément de revenus et donc qu'ils ne surpayent pas l'acquisition de Zynga. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première méga acquisition de 2022. Ça fait suite à l'acquisition 2021, la dernière méga acquisition, c'était celle de Zenimax par Microsoft pour 7,5 milliards. Et donc, là où avant on était sur des deals de 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, l'acquisition de Codemaster, l'acquisition de ceci, cela, les acquisitions d'Embracer, vous commencez à avoir de plus en plus de deals. L'acquisition d'Asmodee par Embracer pour amener les jeux de plateau sur l'univers du gaming et l'univers du gaming sur les jeux de plateau, c'est une acquisition massive à plusieurs milliards. L'acquisition de Zynga, là, c'est encore une acquisition à plusieurs milliards. Tencent est en train d'acquérir une multitude de studios. Ils ont été acquérir plusieurs studios. Turtle, ils ont acquis, qu'ils vont essayer d'acquérir là.
ce genre de choses. Donc vous commencez vraiment à avoir énormément de mouvements dans le secteur. Et ça, pour nous, investisseurs, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que y a de moins en moins d'acteurs à acquérir. Et ça veut dire que pour tous les autres, il va falloir se battre pour acquérir le reste et pour obtenir une taille et s'assurer de revenus de très long terme. Parce que là, on commence à être dans une industrie vraiment excessivement massive. Et pour tenir à long terme, soit il faut être dans une niche. Donc c'est un peu la stratégie qu'avait pris Focus en allant dans le rétro gaming avec son acquisition, ce genre de choses, et en allant dans des jeux très typés comme Shady Part of Me, ce genre de choses, voilà, où il vous faut vraiment entre guillemets une taille importante pour pouvoir combattre les autres acteurs qui vont avoir une taille considérable, qui vont pouvoir faire de la pub, faire ce genre de choses, sachant qu'en plus, quand vous êtes un éditeur de jeux vidéo, il vous faut cette taille aussi, parce que comme de plus en plus de gens vont passer au modèle par abonnement avec les offres de Microsoft, de Sony, ce genre de choses, pour que vous puissiez avoir une puissance de négociation avec la plateforme, il vous faut forcément une certaine taille. C'est l'histoire qu'on a vue dans le monde de la télé. Chaque télé européenne avait son petit studio de production et tout, puis chacun gérait en mode familial, et il n'y avait pas de gros acteurs en Europe. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand Netflix est arrivé sur le territoire, en fait, ils étaient tellement puissants que c'est eux qui dictaient la règle à tous les autres. Et les gens étaient tellement petits qu'il y avait assez peu d'acteurs qui étaient capables de venir voir Netflix et de dire « Ouais, écoute, j'ai 100 000 séries en catalogue, 50 000 films, tu sais pas toi qui va commander. C'est moi qui vais dire il faut qu'on trouve un terrain d'entente où toi t'es gagnant et moi je suis gagnant. » Et donc ça vous oblige à avoir une certaine taille. Au niveau de Parlons Gaming aussi cette année, vous avez Twitter qui a annoncé qu'il y avait une hausse de 14% des tweets liés au gaming. Et surtout, vous avez un facteur d'explosion de x10 par rapport à 2017. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vous commencez à avoir une interaction au niveau du gaming. Plus vous avez d'interaction, plus généralement, ça veut dire que les gens consomment, que les gens sont prêts à parler de la chose. Et ça, c'est des très bonnes choses. C'est des interactions aussi qui montrent la montée en puissance de l'e-sport, ce genre de choses, parce que beaucoup des jeux sur lesquels vous avez des montées en puissance de dialogue, c'est des jeux quand même avec de l'e-sport derrière. Donc dans les jeux, vous avez Genshin Impact, qui est un des jeux qui a fait les beaux jours de son studio et qui a fait les meilleurs scores de vente en 2021. Vous avez Apex, vous avez Ensemble Star, vous avez Final Fantasy, qui est un jeu maintenant qui est aussi en multijoueur. On en a déjà parlé parce que malheureusement Square Enix a été obligé d'arrêter de vendre Final Fantasy en multijoueur. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de gens qui venaient sur les serveurs et tout que ça créait des problèmes. Donc pendant un temps ils ont dit on prend plus personne de nouveau et on va mettre en place une nouvelle infrastructure pour permettre à des nouveaux abonnés de venir. Vous avez après des jeux comme Fate Grand Order, Animal Crossing New Horizons, Knife Out, Minecraft, Project Sekai et Fortnite. Là où on en parle de plus en plus, c'est en Asie où il y a les plus gros taux de discussion autour des jeux. Vous avez Team 17 qui a fait l'acquisition d'un développeur et d'un label d'édition pour plus de 100 millions de dollars, donc on ne va pas aller dans le détail. En Chine, vous avez le gouvernement qui a signalé une très forte hausse des faillites d'entreprises du secteur du gaming et 14 000 entreprises qui ont fermé depuis que le gouvernement a mis la vis. C'est une hausse de 25 à 30% par rapport à quelque chose de normal. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on lit ce que dit le gouvernement chinois et les rapports, l'idée, elle est quand même très simple. Les joueurs, ils aimaient bien la nouveauté. Et là, en fait, les joueurs, ils sont devenus plus fidèles. Ils jouent plus à d'anciens jeux parce qu'il y a moins de nouveautés. Ça a touché d'abord les petits studios et ça touche un peu moins les gros du secteur. Même si les gros du secteur, ils sont touchés par le fait que comme ils ne peuvent pas lancer de nouveautés de ce genre de choses, les gens détiennent déjà et donc ils achètent un peu moins quand même. Mais ils continuent à jouer au jeu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va quand même avoir une concentration des acteurs. Et c'est vrai que c'est un marché qui s'était beaucoup éclaté, avec beaucoup d'acteurs, même si le volume était détenu par une petite dizaine d'entreprises,
il y avait quand même énormément d'acteurs. Et là, on semble aller vers un secteur du gaming en Chine où le Parti communiste recentre les gens sur un tout petit nombre d'acteurs qui vont se partager le marché, peut-être un peu mieux se le partager, mais qui vont se le partager pour que justement ces acteurs-là, ils soient plus facilement contrôlables et surtout qu'ils puissent plus facilement mettre en place les directives du Parti communiste et que ça aille un peu plus vite. Donc ça c'est intéressant aussi parce que tous ceux qui vous disent que le Parti communiste allait tuer Tencent ou ce genre de choses, semble que ça soit quand même pas le cas, ce qui me paraissait logique. C'est-à-dire que quand vous avez 10 ou 15 entreprises qui pèsent 99% de votre secteur du jeu vidéo, c'est assez facile de les contrôler et de savoir ce qu'elles font. Quand vous allez en avoir 10 ou 15 qui ont 50% et puis 25 000 qui ont les 50% restants, bon courage pour aller contrôler les 25 000 sociétés, même si vous êtes le Parti communiste chinois avec des petits soldats partout pour vérifier tout et n'importe quoi. Vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, il y a quand même une problématique de taille. Donc voilà. Et vous avez Ubisoft qui va permettre aux gens de s'abonner à Ubisoft Plus directement depuis le Xbox Live. Les prévisions pour 2022, alors au niveau du nombre de consoles vendues, ça devrait s'améliorer très légèrement jusqu'au Q2, Q3, et à partir du Q3, ça devrait monter un peu plus fortement le nombre de consoles vendues, hein. Donc ça, c'est des choses qui devraient vraiment s'améliorer. Je pense que OS1, on va encore avoir pas mal de reports de jeux. À partir du Q3 et surtout Q4, on va, à mon avis, commencer à avoir beaucoup moins de reports et beaucoup plus de communication sur des deadlines respectés, ce genre de choses. Même si, attention, structurellement, le secteur du jeu vidéo est un secteur où il y a quand même souvent des reports. Donc ça ne veut pas dire qu'on va passer à plus du tout de reports. Mais je pense qu'on aura encaissé la problématique du Covid avec les gens qui ne savent pas très bien travailler, passer du non-Covid au Covid, ce genre de choses. Et par contre, je pense qu'on va être quand même sur un secteur qui aura fait une mue et qui va passer vraiment dans une manière de travailler où il y aura du physique, du présentiel en entreprise et aussi du travail à la maison. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose à long terme pour le secteur parce que ça va permettre de créer des studios un peu partout dans le monde, d'aller capter des gens qui ont d'autres envies et d'aller habiter au Mexique ou ce genre de choses et de faire travailler un peu plus facilement les gens en ligne. Il y a beaucoup d'innovations là-dessus sur les outils de développement en ligne qui commencent à voir le jour. Vous avez vraiment des très fortes innovations chez Unity pour travailler à distance. Vous avez des très fortes innovations aussi chez Microsoft pour travailler à distance sur le cloud Azure, des capacités de mettre en place des codes de jeux vidéo où chacun code en même temps à distance, en voyant en temps réel ce que ça donne et tout. Enfin vraiment, il y a énormément de nouveautés qui commencent à arriver là et qui permettent d'améliorer la capacité de coder à distance et la capacité de faire du jeu vidéo à distance. Donc ça, c'est des choses qui vont bien aider les éditeurs et surtout les développeurs. Les jeux VR qui devraient atteindre des nouveaux records de vente, je pense que ça va vraiment être l'année des jeux vidéo VR cette année, avec la vraie montée en puissance, d'accord ? Je pense que le secteur des accessoires devrait ralentir assez fortement parce qu'on est sur un cycle qu'on connaît depuis un certain temps. 2020, 2021, ça a été des très bons cycles pour le secteur de l'accessoire. Je pense qu'on va être maintenant vers un cycle qui va un petit peu diminuer et qu'on va se voir, qu'on va retomber sur un secteur des accessoires qui va voir ses ventes diminuer assez fortement, je pense de l'ordre de 10-15%. Et le secteur du MEA devrait rester très actif avec en société très actif. Il devrait y avoir Tencent, Embracer et EA sur le devant de la scène, avec Microsoft qui sera aussi à mon avis assez actif. Et je pense que Microsoft et EA feront au minimum un méga deal en 2022 sur le secteur du gaming. Alors c'est mes paris, on verra si j'ai juste ou pas. Mais voilà. On continue, on passe à l'hebdo des marchés. Donc, où vont les grandes puissances? Donc ça, c'est des petits graphes
qui vous montre un peu la force de différents acteurs dans le temps, d'accord? Donc vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, qu'en 2019-2020, j'avais fait une série d'articles sur opportunité techno sur la Chine, le fait que la croissance était quand même beaucoup plus compliquée, qu'on avait fini le moment de la croissance entre guillemets fast. Ce que vous voyez là, c'est que la Chine est revenue au niveau mondial à son importance des années 1500, ce genre de choses. Vous voyez que les États-Unis commencent à descendre. L'idée de beaucoup, c'est que la courbe va se croiser avec la Chine et les États-Unis. Alors, mon idée, c'est que ça va pas se faire. C'est que les États-Unis vont descendre encore un peu, et après, ils vont se stabiliser, et c'est que la Chine va se stabiliser encore un certain temps à ce niveau-là, avant de commencer à décroître. Alors, je vous explique pourquoi. Je pense que déjà, la Chine a fait le gros de son rattrapage, qu'avait fait le Japon avant elle. C'était le gros du rattrapage, c'était le rattrapage immobilier. Et vous l'avez vu en Grèce, en Espagne, dans tous ces pays. C'est-à-dire quand vous n'avez pas d'infrastructure, vous devez forcément investir dans l'infrastructure. Il faut savoir que 20%, enfin 25% de la croissance du PIB chinois ces 50 dernières années, c'est de l'immobilier. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez construit vos immeubles, vous avez encore un secteur de la rénovation, de la destruction, de la reconstruction, mais vous ne pouvez pas non plus empiler les ponts à l'infini. D'accord? Donc il y a toujours le fin fond de la Chine qui n'est pas développé. Ok, il y a des choses à faire sur la Chine profonde, mais il n'en reste pas moins que le gros du chantier a été fait. On verra un peu plus tard après. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les pays qui, entre guillemets, ont souffert ces dernières années, c'est-à-dire les pays européens, ce que vous voyez de plus en plus avec l'Espagne, avec les Pays-Bas, avec la France, avec l'Allemagne, ce genre de choses, c'est que vous voyez des courbes qui sont en train de se retourner et des pays qui sont en train de repartir. Et ça, je pense que ça va de pair avec la nouvelle vision qui est en train d'impulser l'Europe et la Commission européenne. Alors attention, hein, on est au tout début et il faut qu'on arrive à enclencher cette vague. Mais à mon avis, si on arrive à enclencher cette vague, on va se retrouver avec une nouvelle manière de faire, c'est-à-dire un triptyque Chine, États-Unis, Europe, qui seront trois méga-puissances qui vont entre guillemets se partager le monde et se neutraliser l'un et l'autre. C'est-à-dire, je pense que le moment où une superpuissance était dépassée par une autre, puis se refaisait dépasser, et puis après, c'est peut-être quelque chose qui va diminuer avec le temps et qu'on va avoir un peu plus de stabilité dans le monde, même si, à mon avis, les États-Unis sont sur un trend quand même descendant de long terme. Alors après, je pense pas qu'ils vont s'effondrer, mais je pense qu'ils sont sur un trend quand même descendant. Donc là, vous le voyez, hein, la Chine qui va, à cause du Covid, utiliser massivement l'emprunt. Il faut savoir que si vous faites les taux d'emprunt de la Chine, enfin le pourcentage de la dette chinoise sur le PIB, et si vous prenez tous les acteurs, c'est-à-dire les acteurs comme les municipalités, les entreprises liées, ce genre de choses, les entreprises publiques et tout, vous êtes sur des taux hallucinants en Chine. Hein. Vous avez vraiment énormément de dettes en Chine, d'accord? Donc c'est un endettement local qui est en plus souvent mal maîtrisé parce que c'est de l'investissement qui ne rapporte pas. C'est le même problématique que ce que vous avez au Japon avec l'endettement des mairies, l'endettement de l'État, ce genre de choses, avec une problématique de ce que vous rapporte votre dette. C'est-à-dire souvent c'est des investissements de très mauvaise qualité. En Europe, généralement, les investissements sont un peu de meilleure qualité. La problématique que vous avez en Europe, c'est des dépenses de fonctionnement qui sont trop hautes. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez améliorer vos dépenses de fonctionnement, mais ce qui compte, c'est quand vous faites des dépenses d'investissement, c'est qu'1 euro dépensé rapporte au minimum 1 euro, voire un peu plus. Et en Chine et au Japon et dans beaucoup de pays asiatiques, vous êtes sur des choses où ils sont dans une course en avant et où ils sont sur des taux 1 dollar investi rapporte 50 centimes dans l'économie réelle. Ça n'a aucun intérêt. Vous balancez de l'argent par la fenêtre et voilà. Mais vous êtes obligé de le faire parce que sinon l'économie s'effondre. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir réfléchir et qui me font dire aussi que beaucoup de pays asiatiques ont atteint leur top et vont lentement diminuer. Vous avez aussi autre chose en Chine,
c'est la mise en place de plus en plus de financements pour favoriser les exportations. Donc si vous regardez un petit peu les dettes pour le FMI, pour le Club de Paris, enfin pour tous ces acteurs, et que vous regardez les dettes des États envers la Chine, il n'y a qu'une seule courbe qui a explosé ces 20 dernières années, c'est la courbe vers la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine, pour s'installer à l'international, a subventionné énormément de projets, quitte à subventionner des projets qui n'avaient pas vraiment de sens économique. Et en disant, si on n'y arrive pas, ou si vous n'êtes pas capable de rembourser, on prendra l'actif et on se paiera sur l'actif. Le problème, c'est que quand vous vous payez sur un actif, faut-il encore que cet actif ait une valorisation, et faut-il encore que les populations locales soient prêtes à utiliser l'actif qui vous appartient et à vous donner le rendement de cet actif. C'est-à-dire que si la Chine demain nous prête et on n'est plus capable de le rembourser et qu'elle nous dit écoutez, maintenant les autoroutes françaises elles nous appartiennent et quand vous allez payer un péage, ça va payer les dettes que vous avez auprès de nous. Et si les Français décident de ne pas payer le péage et de tous frauder, ça va être difficile pour l'État chinois d'aller amener ses militaires et de dire vous êtes obligés de payer quoi. C'est un petit peu compliqué. Donc ça leur a permis de pousser des conglomérats à l'international, de faire énormément de choses, mais ils commencent à se frotter aux mêmes problématiques qu'ont eu les États-Unis en sortie de la guerre, c'est-à-dire on les accuse d'être des colonisateurs et de faire de la force. Et vous commencez à avoir de plus en plus des révoltes, de plus en plus d'agressions envers des Chinois dans des pays africains, ce genre de choses. Donc vous commencez vraiment à avoir une problématique pour la Chine qui pendant longtemps s'était fait sur le modèle de « elle ne veut pas être colonisateur, elle veut juste capter de la richesse, la ramener chez elle pour être capable de produire toujours autant et capable de faire la croissance ». Mais quand vous captez de la richesse, vous êtes très vite colonisateur. C'est-à-dire que même si vous ne voulez pas contrôler tout le pays, vous êtes avec la classe dirigeante locale, ce genre de choses, et ça peut créer des problèmes à plus ou moins long terme. Donc c'est ça aussi qui me fait dire que la Chine est un peu dans une position un peu délicate. Un autre point qui fait une position délicate de la Chine, c'est sa stratégie contre le Covid, qui est la stratégie du zéro Covid. Tous les pays quasiment ont abandonné cette stratégie ou sont en train de l'abandonner au profit de la vaccination, au profit du pass sanitaire, au profit de ce genre de choses. Les Néo-Zélandais qui sont une île, donc qui ont quand même la capacité de faire une stratégie zéro Covid de façon un peu plus optimale. Les Taïwanais, beaucoup commencent à dire que c'est une stratégie qu'on ne peut pas tenir dans le temps. Et là, c'est toujours la stratégie que met en place la Chine. Donc ça, il faut faire attention. Déjà, c'est un risque macroéconomique majeur pour la production de certains biens et services parce que vous la centralisez en Chine. C'est aussi une problématique pour la Chine, c'est-à-dire que comme les acteurs ont conscience que beaucoup de produits sont centralisés en Chine, vous commencez à avoir de plus en plus de patrons qui disent « Moi, j'aimerais bien trouver des producteurs en dehors de Chine, pour pas être Chine dépendant. » D'accord ? Et donc ça, c'est aussi un mécanisme qui peut créer des problématiques à la Chine, envers la Chine pour les prochaines années. Hein. Donc ça, c'est un énorme problème aussi pour le Parti communiste chinois qu'il va falloir gérer. Mais cette stratégie de gestion du Covid, elle est vraiment très mauvaise. Ils sont toujours dedans. Alors je pense qu'ils sont obligés d'être dedans parce qu'ils ont tellement dit à leur population qu'il n'y en aurait plus, machin. Ils sont tellement dans la gestion de leur population qu'il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables, eux, le grand parti communiste chinois, de gérer la crise Covid et de faire en sorte que des Chinois qui meurent, il n'y en ait pas. Pour justifier que le chinois moyen courbe les chines envers le parti communiste et disent « Oh, mon grand parti », parce que c'est le parti qui lui sauve la vie. Mais c'est des choses qu'il va falloir gérer dans le temps pour la Chine. Autre point, vous voyez, c'est l'inflation cette année. Donc ça, on vous en parle beaucoup. Alors pour beaucoup, moi je vous ai dit que l'inflation pour moi était transitoire. Elle est amenée aussi par la politique du zéro Covid en Chine. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, tu dis que l'inflation elle est transitoire, mais elle monte de plus en plus et tout. » C'est le propre de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation c'est une bulle, vous la montez très vite, très très haut, et elle se casse la gueule très très vite. À défaut, la déflation c'est quelque chose qui arrive lentement, mais le problème c'est que quand vous y êtes pour un certain nombre d'années, et c'est très difficile d'en sortir. Vous pouvez aller voir les Japonais, ce genre de choses. Alors, on va prendre le temps là-dessus. Il y a plusieurs points qui sous-tendent l'idée d'une inflation de long terme. C'est que le besoin en capital et le besoin en matériaux et donc en hausse des prix de ces matériaux est important dû à la transition énergétique parce que vous avez besoin en matériaux qui est très, très fort. Et que
l'accès au capital humain va être limité dans le temps parce que la population vieillit et parce que vous avez de plus en plus de gens qui veulent recruter et qu'il y aura de moins en moins de bonhommes disponibles sur la planète. Alors, deux choses là-dessus. La Chine, qui commence à voir diminuer sa population d'ouvriers actifs, ne diminue pas sa production. Parce que vous avez une augmentation considérable de la robotisation. Donc moi je pense que déjà cette idée qu'on va avoir un problème de pénurie, je pense que c'est très localisé maintenant, parce que tout le monde cherche à recruter de manière rapide, parce que vous avez beaucoup de gens qui ont décidé de changer de travail, ce genre de choses, voilà. Mais je pense que c'est vraiment un phénomène très localisé qui va peut-être durer un an, 2 ans, mais qui va pas durer sur un cycle complet 10 ans, d'accord? Pas du tout. Sur l'aspect de hausse de prix des métaux, je pense qu'effectivement ça, vous allez avoir certaines typologies d'actifs qui vont voir leur prix monter. Après, je pense que le propre de l'inflation, c'est une montée généralisée des prix. Je pense pas qu'on soit face à une montée généralisée des prix. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué encore tout à l'heure avec l'histoire du poulet. Si vous avez une cuisse de poulet, enfin la livre de poulet qui atteint 5 $ parce qu'il y a de l'inflation sur le maïs, sur ce genre de choses pour nourrir le poulet, et que en contrepartie, les Israéliens ils sont capables de sortir en laboratoire des cuisses de poulet à 2 $, tout le monde va consommer des cuisses de poulet en laboratoire. Alors vous avez beau dire on veut du poulet élevé en plein air et tout. Une fois arrivé chez Leclerc, ce qui va faire le focus du consommateur, c'est le prix. Et donc vous allez consommer ce qui est le moins cher. Donc vous avez quand même une limitation à l'inflation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez un prix tellement haut que les innovations technologiques commencent à devenir rentables. Et donc en plus, ces innovations technologiques ont tendance à voir leur prix de revient diminuer de manière très très agressive, vont diminuer de manière encore plus agressive parce qu'elles deviennent rentables. D'accord? Et c'est ce que vous avez vu dans les cellules photovoltaïques, ce genre de choses et tout. Moi je me souviens, il y avait des gens qui vous disaient les cellules photovoltaïques, ça va devenir de plus en plus cher parce que les métaux qu'on met dedans, ils sont de plus en plus chers. Et bien à coût de kilowatt produit par une cellule photovoltaïque, le prix il a diminué. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on met de plus en plus de minerais dedans, mais on produit de plus en plus d'électricité avec. Donc, il y a des choses qui se sont croisées. Et dans beaucoup de marchés, vous avez des croisements qui sont assez proches, donc qui vont quand même caper l'inflation de long terme de manière assez importante. Et ce que vous voyez aussi, c'est que sur des secteurs qui ont eu des grosses inflations, vous êtes quand même sur des inflations transitoires. Par exemple, là, vous avez le Baltic Dry Index qui permet de transporter des minerais, ce genre de choses, dans des bateaux, ce genre de choses. Vous voyez que vous avez une vraie, vous avez quelque chose qui est revenu plus ou moins à ce qu'on avait en 2019 pré-pandémie, quoi. On est allez, 600 $ au-dessus et on est en forte baisse en ce moment, mais on va dire qu'on est encore un peu haut, mais que dans quelques semaines, quelques mois, on pourrait revenir plus ou moins à ce qu'on avait avant 2019, alors qu'on avait fait un plus haut à 6000, enfin un peu plus de 5500 $. Et c'était vraiment un plus haut jamais atteint, de très très long terme. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes pour nous, parce que ça montre que sur beaucoup de choses, alors je vous l'avais déjà montré aussi sur le bois, sur d'autres actifs, alors des fois vous avez des inflations retardement, c'est-à-dire que vous avez une courbe qui monte très fortement, là c'est ce que vous voyez, elle monte, premier Covid, elle redescend avec la normalisation, elle remonte, d'accord ? Et elle fait du up and down. Donc peut-être qu'après elle va un petit peu remonter avec la fermeture et la politique du zéro Covid en Chine et que vous allez avoir un truc qui va faire monter, descendre, monter, descendre. Mais je ne pense pas qu'on soit sur de l'inflation de très très long terme. Là vous êtes sur un indice global d'inflation, hein, avec des benchmarks. Là-dedans vous avez des matières premières, des matières agricoles, du transport, enfin vraiment énormément de choses. Vous voyez quand même qu'on est sur quelque chose qui revient tout juste à ce qu'on avait en 2010-2011. On n'est pas du tout revenu sur des moments d'inflation comme on avait entre 2002 et 2008. Vous voyez bien que là, vous avez une inflation forte de long terme qui s'est posée. Sachant que forcément, quand vous partez d'un point bas qui est à 100,
qui correspond plus ou moins à ce qu'on avait en 2002, avant le début du bull run de l'inflation, bah forcément, vous pouvez que monter. Et quand vous montez de 100 à 150, vous avez fait 50%. Et voilà. Donc vous avez aussi de là où on est parti. On a eu une forte déflation sur certains prix au tout début du Covid. Et elle a été, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'elle a été très brutale. On l'a pas beaucoup vécu non plus parce que beaucoup d'acteurs ont décidé de ne pas la répercuter, ce genre de choses. Enfin, de pas tout à fait la montrer. Elle a été masquée aussi par le fait que, comme on ne pouvait pas vendre, bah, en fait, on ne la voyait pas vraiment dans les chiffres. Mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il y a eu des fortes déflations au tout début du Covid. Et après, vous remontez un petit peu. Mais je pense pas qu'on s'envole vers des choses comme on a vu dans les années 2008. Je pense même que, allez, on va peut-être réatteindre ce qu'on avait en 2011. Donc sur l'indice CRB, on va peut-être atteindre les 350. Mais ça m'étonnerait qu'on aille beaucoup plus loin. Donc on est quand même, à mon avis, pas sur un cycle d'inflation de 10 ans, mais sur un cycle d'inflation de 2-3 ans peut-être. Mais à mon avis, le risque est plus pour moi de retourner dans une phase de stagflation assez rapidement que dans une phase d'inflation long terme. Mais encore une fois, c'est pas ce que pense le marché. Après, regardons un peu ce qui se passe au niveau du marché. Donc après un gain l'année dernière de plus de 20%, est-ce que le marché va gagner cette année ou est-ce qu'il va perdre? Depuis quelques temps, j'entends de plus en plus de gens me dire « Oui, mais cette année, ça va être une année de respiration ». Si on s'en fie aux statistiques, cette année, on est censé gagner de l'argent sur les marchés et ils sont censés être positifs. La statistique nous dit que, entre guillemets, on a quasiment 2/3 de chances d'être positif, d'accord, un petit peu moins. Donc voilà, ça ne reste qu'une statistique. Vous avez assez peu d'années de comparables, donc vous ne pouvez pas vraiment... voilà, les mathématiciens me diraient que l'échantillon est trop faible, entre guillemets, hein. Mais vous commencez à avoir de plus en plus de monde là-dessus. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. Vous avez beaucoup d'études là-dessus. Alors les statistiques sur les marchés, vous en avez de plus en plus. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Souvent les statistiques quand même, ça marche sur les marchés. Ça ne vous rapporte pas énormément d'argent, mais ça vous donne quand même une bonne idée de la chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ce qui a changé dans les marchés. C'est-à-dire que depuis 2011, sur le S&P, le rendement du S&P, il a été à 40% des rachats d'actions, à 7% des dividendes, à 31% de la croissance des EPS et à 21% de la croissance des ratios de valorisation. Ça vous montre qu'on n'est pas du tout dans une technique de bulle. On n'est pas du tout comme en 2000. En 2000, si vous prenez les statistiques, vous avez quasiment tout qui est dans le dividende et dans le ratio de PE. Et vous avez quasiment rien dans le PS et quasiment rien dans les rachats d'actions. Donc ça, pour ceux qui se souviennent, j'avais déjà parlé un peu du secteur qui faisait le plus de rachats d'actions, de leur importance dans le marché, il y a quelques semaines. Donc ça, c'est des choses que je vous invite à suivre, parce que c'est vraiment une compréhension du système et du marché américain, et de la construction de ce marché américain. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant qu'il faut suivre. Et vous commencez à le voir en Europe. Vous commencez à voir en Europe de plus en plus de gens qui font du rachat d'actions, ce genre de choses. Et tout ça, ça va construire le marché différemment. D'accord? Et donc, c'est important de l'avoir en tête. C'est pour ça aussi que moi, je pense que même si cette année, on ne fait pas de croissance des PE, on ne fait pas de croissance des EPS et tout, n'oublions pas quand même qu'on a les rachats d'actions derrière. Et donc, si même l'entreprise, elle vous fait 100, d'accord, de valorisation, elle fait toujours 10 de rentabilité. Et sur ces 10, elle utilise toujours 50% de sa rentabilité pour racheter ses titres. Forcément, vous vous retrouvez avec une action qui va faire plus que 100. Parce qu'elle va racheter 5 et les enlever de la bourse. Donc en fait, il va rester 95. Donc il faut que ces 95 se réajustent sur une base 100. Et donc forcément, vous faites une petite croissance. Et comme en plus, vous êtes sur des sociétés, comme je vous l'ai dit, des Apple, des Google, ce genre de choses, qui surinvestissent par rapport au monopole qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'ils ont des dépenses de R&D beaucoup plus importantes que les monopoles qu'on avait sur le cycle d'avant. Et qui en plus ont une capacité de
en plus de faire ce surinvestissement, verser de généreux dividendes et surtout faire beaucoup de rachats d'actions, entre guillemets, c'est quand même un mécanisme qui va être compliqué à retourner pour les marchés. Vraiment très compliqué. Et vous commencez à voir, même sur les actions, parce que sur le marché américain, vous avez une petite portion d'actions qui tractent le marché. Sur toutes les valeurs qu'on a beaucoup critiquées, et moi j'en ai entendu beaucoup, critiquer Cathie Wood, ce genre de choses, dire oui, DocuSign, ce genre de valeurs, c'est trop cher et tout, et ben elles ont beaucoup baissé ces valeurs, et ben vous commencez à avoir des opérations de fusion-acquisition aux États-Unis. Vous commencez à avoir des managements qui achètent des actions. Pourquoi? Parce que malgré que ces sociétés soient chères et qu'elles vous paraissent encore chères, elles ont quand même des tractions derrière sur des marchés qui sont colossales. Et du coup, vous ne pouvez pas non plus vouloir les payer 15 fois le résultat. Quand vous appelez un DocuSign et que vous avez une vision sur votre marché à 10-15 ans, d'une vision de faire x5, x10, x15 sur votre chiffre d'affaires, forcément, quand vous êtes dans le camion et que vous voyez vraiment les clients signés et que vous savez que c'est quelque chose qui va se digitaliser de plus en plus et que tout le monde va faire de la signature électronique, au bout d'un moment, quand vous voyez votre entreprise sous-valorisée, bah vous achetez. Et quand vous êtes des acteurs comme Amazon, ce genre de choses, au bout d'un moment, même si vous avez des risques au niveau légal en achetant des structures parce qu'on pourrait vous accuser, ce genre de choses, si vous commencez à avoir des opportunités d'acheter des concurrents à pas cher, vous allez être obligé de les saisir. Et vous allez être obligé de faire des choses. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc je pense, tout ça, ça me fait dire que je pense pas que ça soit l'effondrement de la growth en 2022. Je pense pas non plus que ça va être la hausse magnifique des valeurs value, même si je le souhaite à Value Investing, hein, qui est mon pote, et qui a beaucoup de valeurs value. Mais je pense pas que ça va être ce qu'on va voir. Je pense qu'on va avoir du value beaucoup, comme on a eu ces derniers mois, le premier semestre de 2022. Mais après, je pense qu'on va repartir sur des marchés entre guillemets normaux, c'est-à-dire drivés par la croissance, des EPS, ce genre de choses. Même si, attention, je pense qu'il y a quand même des nouveaux super cycles dans le marché qui sont créés. Tout ce qui est la transition énergétique, ce genre de choses. Voilà. Mais après, je pense qu'on va toujours revenir sur du business as usual, c'est-à-dire les gens ils veulent des sociétés qu'on comprend, sur lesquelles il y a un vrai trend de croissance à très long terme, qui sont faciles et tout. Et les values, vous avez toujours ce même problème, c'est vous achetez une minière, ah ouais, mais est-ce que sa mine elle va encore être là dans 2 ans? Est-ce que la mine va pas s'effondrer? Est-ce que ce qu'ils vous ont dit sur les capacités de production de la mine c'est véridique? Ce genre de choses et tout. Donc la prévision pour les marchés, c'est qu'à mon avis, le secteur européen va un petit peu surperformer les États-Unis au S1 et après va sous-performer les États-Unis au S2. Que l'Europe va commencer à un peu plus investir, et ça c'est une bonne chose parce que je pense qu'on va voir arriver de nouvelles sociétés en Europe technologiques et des choses intéressantes, et qu'il va y avoir de plus en plus d'investissements publics dans l'avenir. Voilà. Je pense que la pandémie en Europe sera plus ou moins finie pour le début du S2 2022. Hein. C'est mon avis. On va passer d'un virus qui était un virus assez qui était trop gênant à quelque chose qui va devenir comme une grippe standard. Alors par contre, ça obligera toujours une vaccination parce que comme c'est légèrement plus agressif qu'une grippe et que c'est beaucoup plus contagieux, vous aurez un problème d'embolisation des hôpitaux très rapidement. Et par contre, je pense que là où ça va pousser, c'est pousser des innovations dans la prise en charge des gens à domicile, ce genre de choses. Donc je pense que l'hospitalisation à domicile, le diagnostic, ce genre de choses, c'est des secteurs qui vont quand même être vachement poussés par les États pour essayer de gérer le cycle des épidémies hivernales de manière la plus efficace possible. Donc voilà. Je pense qu'aussi les valeurs chinoises sont des bonnes valeurs qui ont beaucoup souffert. Donc je pense que la tech chinoise c'est un bon vecteur d'investissement aussi pour 2022, qu'on va se retrouver avec une tech chinoise qui va beaucoup monter. Je pense aussi que nos GAFAM vont continuer de monter cette année. Et je pense qu'à la fin de l'année, on aura un CAC qui fera un peu moins bien que les Américains, mais qui sera quand même positif. Je pense que globalement l'Europe sera positif. Et voilà.
Ah non, aussi autre chose, je pense que le coût carbone devrait monter un petit peu et que le coût de l'énergie devrait se stabiliser, enfin devrait diminuer et revenir sur des bornes hautes historiques, parce que le coût de l'énergie pour moi il va monter un peu d'une étape pour gérer cette transition énergétique, il va être un peu plus haut que dans les étapes précédentes, mais pas du tout le prix actuel. Par contre, je pense que le coût du carbone est voué encore un petit peu à monter, même si là il est assez haut. Il va peut-être encore un petit peu monter au S1 et après diminuer un petit peu, mais je pense quand même qu'on est dans un cycle assez haut et qui va durer assez longtemps de monter des prix carbone. Je pense que pour 2-3 ans, on est dans un cycle de taux de montée du prix du coût carbone. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de MEA, surtout là, si on continue. Je pense que ça va être à partir du T2 2022, on va avoir énormément de MEA et des très gros MEA et qu'on va continuer sur une année de fusion-acquisition record, même si 2021 avait été une très bonne année, je pense qu'on fera mieux en 2022. Voilà, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, hein, si vous êtes content, n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider. Vous avez le lien juste en dessous. C'était mes prévisions pour 2022. On verra si j'ai raison ou si j'ai juste. Après, encore une fois, hein, c'est des prévisions. Ça permet de vous modéliser dans votre esprit. Vous arrêtez pas dessus. Hein. Je suis pas Madame Irma et tout. C'est aussi fait parce que voilà, ça fait plaisir aux gens, c'est intéressant et tout. Et ça permet un peu de fixer des idées, parce que c'est vrai que trop souvent sur Twitter et tout, les gens ils se mouillent pas trop, ils balancent 50 000 graphes, 50 000 prévisions, et quand vous faites ça, bah forcément vous allez bien en avoir une qui ajuste. Donc là l'avantage c'est que ça fige, on pourra revenir à la fin 2022 et dire est-ce qu'Arthur il avait raison ou pas, et voir un peu là où je m'étais trompé, pourquoi et tout, et ça permet de faire sa réflexion intellectuelle. C'est d'ailleurs très intéressant de se tromper, parce que si j'ai raison, je pourrais toujours dire bah vous avez vu j'ai raison, donc j'irai pour 2023. Vous inquiétez pas, même modèle dans ma tête, j'ai raison. Et si j'ai tort, au moins, il y aura des choses que dont je pourrais réfléchir un petit peu pour voir un petit peu là où je me suis planté,